Mes chers camarades, bien le bonjour, que vous nous suiviez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube et en podcast puisqu'on est absolument partout. Aujourd'hui, on va parler chevaliers de la table ronde, parce que les chevaliers de la table ronde, on n'en a jamais fini avec eux. La preuve, il y a plus d'un an, Emmanuel Arioli était venu nous parler d'un chevalier inconnu au bataillon, Ségurant, et aujourd'hui, il revient cette fois pour nous faire découvrir un autre chevalier de l'ombre, Alexandre l'Orphelin. Mais c'est pas tout, parce qu'il a récemment édité une encyclopédie médiévale qui recense tous les chevaliers arthuriens. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a quand même un petit peu de pain sur la planche, une planche très grande, très ronde, si vous voyez ce que je veux dire. Et si jamais vous n'aviez pas encore pu écouter le premier entretien, il n'y a pas de panique, je vous le représente. Emmanuel Arioli, il est acteur, réalisateur, historien médiéviste, ça fait beaucoup de cordes à son arc. Il est spécialiste de la légende arthurienne, de philologie romane et italienne, et des transferts culturels entre France et Italie au Moyen-Âge. Il est actuellement directeur de recherche à l'Université autonome de Barcelone, après être passé par l'école normale supérieure de Pise, puis par l'école des Chartes et par l'école normale supérieure de Paris. Il a réalisé une thèse soutenue en 2017 intitulée Un roman arthurien retrouvé, Ségurant ou le chevalier au dragon, 13e, 15e siècle. Il a publié de nombreux articles et livres, dont plusieurs autour de Ségurant, dont je vous mets tous les liens dans le chat et en description, ainsi que les deux dont on va parler aujourd'hui en 2024, dont les liens sont aussi à votre dispo. Et si vous allez pouvoir écouter Emmanuel aujourd'hui, c'est aussi, je tiens à le préciser, grâce à Elgato, une marque de matériel informatique bien connue que je remercie parce qu'on a noué cette année un petit partenariat avec eux et tous les intervenants des entretiens reçoivent un beau micro pour vous garantir une qualité sonore maximale. Donc ça, c'est tip top. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à leur catalogue. Je vous mets un lien dans le chat et vous pourrez d'ailleurs avoir 5% de réduc grâce au code ZZ-NB. Voilà, si c'est pas beau tout ça. Maintenant, je vous propose de passer à nos chevaliers avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier entretien, du coup, comment toi t'en es arrivé à te passionner pour les chevaliers de la table ronde? Parce que j'ai évoqué ton parcours, t'as fait quand même pas mal de trucs. Pourquoi les chevaliers en particulier? Alors c'est un peu un hasard. Après, si j'y repense, j'avais un grand-père qui me racontait quand j'étais enfant les histoires de chevaliers, mais je ne sais pas si c'est dû à cela. Mais quand j'ai commencé mes études en lettres et histoire, je me suis passionné par les manuscrits. C'était vraiment une grande passion. Et c'est comme ça qu'en 2010, je suis tombé sur le premier manuscrit de ma grande quête, dans cette quête que j'ai menée pendant 10 ans pour reconstituer les aventures de Ségurant. Donc j'ai envie de dire, c'est arrivé un peu par hasard. C'est pas moi qui ai choisi les chevaliers de la table ronde, mais c'est un peu un chevalier qui m'est tombé un peu dessus. Oui, alors pour refaire un petit topo de cette histoire avec Ségurant, en gros, tu t'as mis un peu le nez dans certains documents et tu t'es aperçu en recoupant plusieurs récits que il y avait un chevalier Ségurant qu'on connaissait, mais dont on n'avait pas vraiment l'histoire. Et toi, t'as réussi à reconstituer un peu tout ça. Oui, c'est-à-dire je me suis rendu compte qu'il y avait ce chevalier, donc on ne sait le nom, mais on ne savait pas qu'il y avait un roman. Il y a très peu de chevaliers au Moyen-Âge qui sont tellement célèbres qu'ils ont un roman, donc Yvain, Perceval, Lancelot. Et donc je me suis rendu compte que ce Ségurant n'était pas juste une comparse du monde arthurien, mais qu'il y avait un roman, puisque j'ai commencé à étudier un premier manuscrit où il y avait des morceaux de son histoire qui étaient incomplètes. Et donc j'ai commencé une recherche qui a duré 10 ans. Et en 10 ans de recherche, j'ai réuni 28 manuscrits et fragments conservés dans 7 pays différents, donc France, Italie, Suisse, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis. Et avec ces 28 fragments, j'ai pu reconstituer un roman qui a été écrit au XIIIe siècle, un ancien français qui raconte l'histoire de ce chevalier oublié. Alors là, tu nous as publié récemment une encyclopédie médiévale qui recense tous les chevaliers de la table ronde. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur son contenu par la suite, mais ça consiste en quoi cette encyclopédie exactement? C'est une encyclopédie qui est divisée en 3 parties, qui a été écrite à la fin du Moyen-Âge. Et là, c'est la seule encyclopédie que le Moyen-Âge est consacrée à la table ronde, à la légende du roi Arthur. Et donc, elle est divisée en 3 parties. Au début, on a les règles que les chevaliers doivent suivre. Donc, on a vraiment le serment avec toutes les règles. Les chevaliers doivent jurer ces règles avant de s'asseoir à la table ronde. Ensuite, on a un recensement de tous les chevaliers de la table ronde et on en compte 174. Pour chaque chevalier, il y a une description, il y a un portrait, il y a un blason.
Et enfin, il y a un traité qui est consacré au tournoi arthurien. Alors, on nous explique comment se déroulait un tournoi. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin du Moyen Âge, les nobles imitaient ces tournois. Alors, évidemment, ils s'exerçaient dans ces tournois, mais ils aimaient bien incarner les chevaliers de la table ronde. Donc, ils portaient les blasons, les écus des chevaliers de la table ronde. Donc, ce sont ces trois parties qui étaient conservées dans un très beau manuscrit à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, là où j'avais trouvé le premier manuscrit de Ségurant. Et c'est comme ça que des fils en aiguille, je suis arrivé à ce manuscrit aussi. Oui, 174 chevaliers, ça fait beaucoup. En vrai, c'est vrai que nous, dans notre imaginaire collectif, il y en a pas autant, quoi. On a l'impression qu'il y en a une dizaine à tout casser et puis c'est tout. Oui, tout à fait. J'étais moi-même très surpris parce que c'est vrai qu'au début, on en a 12 parce que c'est l'idée que la table ronde calque la table de la scène en quelque sorte. Donc il y a 12 apôtres et donc 12 chevaliers. Donc au début, il y en a 12. Puis finalement, on invente d'autres histoires. C'est une légende qui appartient à tous. Donc les auteurs anonymes, souvent d'ailleurs, rajoutent d'autres chevaliers. Donc on en compte 24. Et à la fin, donc on en compte jusqu'à 150 chevaliers qui partent à la quête du Graal. Sauf que avant la table ronde de la quête du Graal, le père du roi Arthur aussi avait une table ronde. Donc le roi Uther Pendragon avait une table. Et du coup, la table ronde est en ordre. Quand un chevalier meurt, on le remplace. Et donc voilà que entre les chevaliers anciens et les chevaliers modernes, donc on a répertorié jusqu'à 174 chevaliers. Voilà, au début, le roi Arthur, c'était une petite PME et il a fini par ubériser la quête du Graal en envoyant 170 bonhommes chercher le truc. Comment est-ce que tu as appris l'existence du coup de ce manuscrit? Tu nous le disais, donc c'est dans la bibliothèque de l'Arsenal? Oui, à la bibliothèque de l'Arsenal parce que donc quand j'ai trouvé le premier manuscrit sur Ségurant, je me suis demandé où est-ce que je peux trouver d'autres traces de ce héros. Donc je commence à fouiller, je me rends compte qu'il y a cette encyclopédie qui est conservée à la bibliothèque de l'Arsenal aussi, où il y a pour Ségurant, il y a une description. Donc ce n'est pas un épisode, mais une description. Il y a le blason. Donc il a un bouclier doré avec un dragon noir. Et donc il y a un portrait aussi, un très beau portrait. Donc c'est ainsi que je me suis rendu compte que ce texte, qui n'était pas inconnu en soi, mais qui n'avait jamais été édité, il n'y avait aucune édition, ni en ancien français, ni en français moderne. Il était vraiment resté enseveli, alors que c'est un texte fondamental pour comprendre la légende du roi Arthur. Il y avait déjà des chercheurs qui avaient un petit peu bossé dessus, mais en gros rien d'accessible au grand public, quoi. Et même aucune édition qui était adressée aux spécialistes. C'est-à-dire que nous, en fait, la chose que l'on fait quand on découvre un manuscrit, quand on étudie un manuscrit, on le transcrit en ancien français, et voilà, et pour qu'il soit un peu plus accessible, parce que sinon il faut remonter au manuscrit, etc. Donc on édite le manuscrit, comme on dit, et éditer le manuscrit signifie faire tout un travail éditorial qui signifie de le copier. Donc il est en ancien français, on le copie tel quel, mais on corrige s'il y a des fautes. On fait une introduction qui explique la langue du manuscrit, qui décrit le manuscrit. Donc, il y a tout ce travail éditorial qui permet d'avoir un accès plus facile au manuscrit. Sinon, c'est vrai que le manuscrit, comme il est, un manuscrit peut être incomplet. Donc, souvent, on vérifie aussi s'il y a d'autres manuscrits qui contiennent le même texte. Donc, on compare les textes. Donc, tout ce travail-là est essentiel. Donc, disons que si un texte n'est pas édité, voilà, il n'est pas accessible. Donc, ce travail-là n'avait jamais été fait. Donc, il n'y avait même pas une édition universitaire, en quelque sorte. Donc, le texte n'avait jamais été exploré, en quelque sorte. On savait qu'il existait, mais il n'y avait pas eu une grande étude ou bien une édition. Donc, il était vraiment enseveli dans les manuscrits encore. Et pourquoi tu as eu la volonté de le publier, cette encyclopédie? D'abord, c'est un manuscrit qui est très très beau. Donc il y a tous ces portraits des chevaliers et je trouve que c'est très touchant de les voir enfin parce que souvent ils sont pas décrits les chevaliers de la table ronde. Donc là on les voit avec les blasons, les portraits avec les règles de la table ronde. C'est une encyclopédie, c'est un document qui est très touchant parce que les chevaliers de la table ronde étaient les grands héros du Moyen Âge. Donc de les voir ensemble réunis avec des images, c'est très touchant. Et puis, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire. Donc, moi, après l'avoir lu, je ne lis plus la légende arthurienne de la même façon.
parce que je trouve que j'ai maintenant une connaissance qui est beaucoup plus intime. C'est très touchant quand un auteur du Moyen-Âge nous explique les règles du chevalier, nous raconte comment ils sont, il nous les décrit. Donc c'est vraiment quelque chose qui a changé mon rapport à la légende du roi Arthur et je voulais trouver un éditeur et ça a été très difficile de trouver un éditeur parce que les éditeurs trouvaient tous. Donc c'est un projet que j'ai depuis très très longtemps. Ça fait plusieurs années que j'ai ce projet et je n'arrivais pas à trouver un éditeur parce qu'ils me disaient tous, mais c'est un livre qui va être cher à faire parce que il y a beaucoup d'images. Donc les éditeurs reculaient devant la crainte de devoir mettre les différentes images et donc, ça a été difficile aussi pour ça. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'il est resté inédit aussi longtemps, alors que c'est un texte essentiel pour connaître la légende du roi Arthur. Ouais, il y a peut-être un enjeu aussi sur ce que ça peut apporter au grand public, parce que j'ai l'impression quand même que ça fait quelques années maintenant qu'il y a il y a une hype, comme on dit dans le jargon. En tout cas, les gens sont intéressés et il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont un peu qui ont foncé dans cette brèche de la littérature arthurienne, non? Oui, je pense en général, il y a un intérêt renouvelé donc pour le Moyen-Âge en général. Après, la légende arthurienne en fait partie et je pense qu'elle a le vent en poupe aussi parce qu'elle nous représente un univers de fées, de dragons, voilà, donc un univers merveilleux qui nous enchante encore. Je pense que c'est ça qui nous parle le plus de la légende du roi Arthur. Mais pour tout le Moyen-Âge, et on le voit à l'université aussi, les étudiants qui s'inscrivent en master avec un travail sur le Moyen-Âge sont de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a un intérêt renouvelé pour le Moyen-Âge aussi grâce aux séries, aux films. Et donc, je pense que les éditeurs aujourd'hui sont plus, acceptent plus de risquer en quelque sorte pour un projet comme cette encyclopédie. On a plusieurs versions du manuscrit ou il n'y en a qu'une seule? Oui, tout à fait. On en a plusieurs. Alors, il y en a une qui est particulièrement belle, c'est celle que j'ai éditée, donc un manuscrit qui est très très précieux avec des grands portraits en plein page et surtout qui a appartenu à un personnage très célèbre. Il a appartenu à la reine Marie-Antoinette. Alors, je ne sais pas si Marie-Antoinette lisait effectivement ce texte, mais en effet, ce qu'on voit qu'elle a mis son blason. Donc, elle a relié, comme on dit, elle a relié le livre à ses armes. Donc, elle a mis son blason sur le livre. Ce qui signifie qu'elle tenait à ce livre. Après, je ne sais pas si elle le lisait puisque c'était un ancien français, mais sûrement ces beaux chevaliers c'était un beau livre pour elle, sûrement. Et donc, on a cette version de Marie-Antoinette et on en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Donc, j'ai fait une liste des différents manuscrits parce que je me suis servi aussi des autres manuscrits. Quand il y avait, par exemple, une lacune, donc quand on perd un feuillet, il faut utiliser un autre manuscrit. Quand le texte n'est pas conservé, donc c'était le travail préalable. Donc j'ai traduit le texte en français moderne pour qu'il soit accessible à tous, mais d'abord j'ai dû faire ce travail préalable de confronter les différentes versions pour reconstituer le meilleur texte possible. Et alors la plus vieille version, elle date de quand? Alors ça a été écrit au 15e siècle, donc on n'a pas une date précise. Très souvent, pour les manuscrits du Moyen-Âge, c'est très difficile de donner une date précise, mais tous les manuscrits, elles remontent plus ou moins à cette époque. Donc, le manuscrit que j'ai édité, c'est vraiment à la toute fin. Donc 1490 environ, je pense. Et donc, alors, comment savoir à quand remonte un manuscrit? Tout d'abord, on regarde comment il est écrit. Donc, l'écriture, la graphie nous permet de donner une date. Et puis, j'ai essayé de comprendre qui avait écrit le texte, parce que le texte est anonyme. Bon, j'ai une hypothèse qui donnerait peut-être une tranche plus précise. Donc, l'auteur est probablement un noble français qui s'appelait Jacques d'Armagnac. C'était un grand collectionneur de romans arthuriens. Et ce Jacques d'Armagnac, sans doute, s'est fait aider par un copiste pour à partir de sa collection immense de manuscrits, tirer un texte, une encyclopédie, qui permettait d'accompagner la lecture de ces romans arthuriens et peut-être qui permettait aussi de donner les règles pour à chaque fois qu'il y avait un tournoi. Puisque si les chevaliers faisaient des tournois arthuriens, il fallait bien qu'il y ait un manuel, un guide, une encyclopédie. Donc je pense que l'idée est née non seulement pour accompagner la lecture des romans arthuriens, mais aussi pour avoir un outil pour jouer en quelque sorte, puisqu'à l'époque aussi on jouait à la table ronde.
Et donc voilà. Donc un souci, c'est un texte qui est très très émouvant. Donc la finalité, en fait, c'est de s'adresser avec cette encyclopédie à d'autres nobles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un texte qui est copié en plusieurs exemplaires. Donc l'idée sans doute était d'avoir ce texte, d'avoir un partage avec plusieurs nobles. C'était les grands, les nobles qui lisaient la littérature arthurienne, parce que la littérature arthurienne était un modèle de chevalerie, était un modèle de vie, un modèle de comment on se comporte à la cour. Et donc cette encyclopédie nous présente les héros parfaits en quelque sorte. Et les chevaliers réels doivent se conformer à cet idéal en quelque sorte qui est offert par la légende du roi Arthur. Et alors justement, s'il écrit ça, c'est qu'il y a un besoin de se reconnecter à cette espèce de code de chevalerie ou pas? Parce que c'est quoi la situation de la chevalerie à la fin du XVe siècle? Ah, la chevalerie est un déclin, et un déclin à la toute fin du Moyen Âge. Pourquoi? Il n'y a pas une seule raison, mais il faut penser qu'on invente les armes à feu, donc, au moment où on invente les armes à feu, disons que la chevalerie est en déclin, et même avant, on peut penser à une bataille célèbre, à la bataille d'Azincourt, où les Français et la chevalerie française, qui était vraiment le cœur de l'armée, se fait massacrer par les Anglais qui utilisent une arme nouvelle, l'arlon. Donc dès lors, disons que la chevalerie perd son rôle central, et donc on continue avec les tournois à célébrer en quelque sorte les valeurs de la chevalerie, mais ça devient de plus en plus un rêve en quelque sorte. Et après la Renaissance, encore plus, c'est un déclin. Donc je pense déjà à la fin du Moyen Âge, on a une nostalgie vers le moment où la chevalerie avait le vent en poupe. Et donc on continue avec ces grands tournois, ces grandes célébrations de la chevalerie, mais finalement c'est reste juste un souvenir en quelque sorte. Et alors tu nous dis que l'auteur probable serait français, mais ça veut dire que cette encyclopédie, elle s'est plutôt répandue dans justement la francophonie. Est-ce qu'elle a été en Angleterre? Ça s'est passé comment? Non, c'est plutôt en français. Donc c'est écrit en moyen français. Donc plutôt dans la France et les Flandres aussi. Non, donc on a ce texte, voilà, il s'est diffusé comme cela. Donc on n'a pas un exemplaire, par exemple, anglais. On aurait pu, mais c'est vrai que le texte, il s'est diffusé plutôt en français. Donc ça pourrait apporter un petit peu d'infos ou d'eau au moulin aux chercheurs anglophones qui cherchent de nouvelles sources en fait. De nouvelles sources pour bosser sur les chevaliers de la table ronde. Oui, c'est-à-dire que disons qu'en Angleterre, c'est assez amusant parce que comment dire, la légende du roi Arthur est une légende qui est née en Grande-Bretagne et en Bretagne. Donc, elle était liée aux langues celtes. Ensuite, elle se diffuse plutôt en français. Donc, il y a toute une littérature de la chevalerie qui est en français, qui est immense en quelque sorte. Et ensuite, ça revient en Angleterre en quelque sorte. À la fin du Moyen-Âge, il y a un grand recueil d'un auteur qui est appelé Thomas Malory qui réunit un peu ces différentes versions françaises. Donc, disons que une grande partie la majorité des textes que l'on conserve sous la légende du roi Arthur, elles sont plutôt en français, même si ensuite on en a aussi en allemand, en anglais, etc. Mais les textes français sont vraiment beaucoup. Alors après, nous, on parle d'encyclopédie parce que donc j'imagine que voilà, il y a pour chaque entrée, chaque chevalier, tu disais, t'as une description avec le nom de l'héraldique, voilà. Est-ce qu'à l'époque, on appelait ça une encyclopédie? Alors, c'est un texte qui n'a pas un titre. Souvent, les manuscrits du Moyen-Âge n'ont pas un titre. Alors, du coup, en fait, le texte, il commence. Alors, il commence « Si sont les chevaliers blasons ». Il commence par « Voici les chevaliers, les blasons », etc. Donc, ce n'est pas vraiment un titre, c'est un début, mais qui peut être utilisé comme titre à défaut d'un titre. Donc, en effet, on met un titre aussi parce que parfois, les textes n'ont pas un titre. Très souvent, au Moyen-Âge, pour parler d'une encyclopédie, on disait un trésor. Un trésor, aujourd'hui encore, on peut dire le trésor de la langue française, en quelque sorte. Et trésor signifie une encyclopédie, c'est-à-dire que c'est trésor est vraiment un ensemble de connaissances qui sont réunies, très précieuses, qui sont comme un trésor, donc que l'on lègue, en quelque sorte. Donc on pourrait dire aussi que c'est le trésor du roi Arthur, dans le sens, c'est l'ensemble de toutes les connaissances liées à la chevalerie et au Arthur qui ont été réunies
à une époque où on sent que la chevalerie a un déclin et qu'il faut sauvegarder une légende. Donc il ne faut pas qu'elle se perde. Alors, tu nous disais que c'était écrit en moyen français. Est-ce que c'est vraiment très différent de notre français contemporain? Ça reste accessible. Peut-être, je sais pas s'il faut que je lise un extrait pour donner Ah, une mais idée. fais-toi plaisir. Alors, voyons. Le roi Arthur estuait moult grand de sa personne, et un des grands de sa maison, et estuait bel et droit à merveille, et les cheveux moult blonds, et les yeux verts et riants, et le nez bien fait selon la forme du visage. Sanguin estuait de sa droite couleur, et si belle que nul ne pouvait mieux. Voilà, on arrive à comprendre, mais il y a des mots qui sont restés pareils, puis il y a des mots voilà, qui ont évolué au fur et à mesure. Oui, c'est ça. On lève un sourcil au début et en fait, on comprend à peu près le sens, quoi. Absolument. C'est un texte qui a eu un grand retentissement ou pas à l'époque ou qui est quand même resté un peu confidentiel C'est toujours difficile de savoir si un texte a été diffusé ou pas. Alors, on peut avoir une idée du nombre de manuscrits que l'on conserve, mais c'est toujours très difficile parce qu'aujourd'hui, on estime qu'on a perdu 90% des manuscrits du Moyen Âge. Donc, évidemment, comment estimer combien il y en avait à l'époque, ça devient très difficile. Et il y a des œuvres majeures pour la littérature du Moyen Âge dont on conserve un manuscrit unique. Est-ce que ça veut dire pour autant que le texte a été très peu diffusé? Peut-être, mais on n'est pas sûr. Donc c'est très difficile de répondre. Mais on peut imaginer que voilà, voilà, qu'est-ce que ce texte était peut-être aussi qu'il passait de main à main, qu'un noble le passait à l'autre. Et ce qui m'a frappé, c'est que donc je l'ai dit, pour chaque chevalier, il y a un blason. Certains blasons, ils ont été découpés. Alors pourquoi ils ont été découpés? Difficile à répondre aussi. Mais alors est-ce que les nobles qui devaient faire un blason, est-ce qu'ils ont découpé pour copier le blason, ou alors est-ce que voilà, ils avaient un chevalier préféré, ils ont découpé le blason pour le garder? C'est très difficile de répondre à cela. Mais on voit en tout cas qu'il y a une activité. C'est-à-dire que ces textes, il y a des pages qui sont arrachées, coupées, des blasons qui ont été découpés, et cela nous montre qu'il y a une lecture active, en quelque sorte. Comment est-ce qu'il va évoluer ce texte dans le temps? Parce que tu nous dis que Marie-Antoinette du coup avait un exemplaire. Ça veut dire que pendant quelques siècles quand même il va vivre. Alors je ne sais pas s'il va vivre, mais en tout cas il va rester. Donc jusqu'à aujourd'hui on le conserve. Donc c'est grâce alors donc il est resté grâce au fond des voilà les archives, les bibliothèques nous ont préservé ces textes. Est-ce que pour autant les textes ont été lus? Ça c'est plus difficile à répondre. Je ne sais pas si Marie-Antoinette voilà, l'ouvrait souvent ou pas. Alors, elle l'a jamais ouvert, je ne sais pas. Mais ce qui est frappant, c'est qu'elle a fait relier. Elle a fait relier dans une reliure où il y a un blason à elle. Donc, ça montre que, voilà, c'est-à-dire, elle a mis ses marques. Après, est-ce que pour autant elle a utilisé, elle a lu ça, je ne sais pas. Ça, c'est toujours très difficile à savoir quand un manuscrit a été utilisé ou pas. S'il y a des traces, on le voit. Sinon, un manuscrit, il sommeille. Donc, il continue à exister et puis jusqu'à un jour où on l'exhume et on le fait revivre autrement. Écoute, en tout cas, dans le chat, on nous dit que cette encyclopédie, c'est un peu les images Panini de l'époque. Je sais pas si toi, t'as eu voilà. Et oui, c'est très bien vu. C'est très bien vu et je pense que c'est vraiment les grands héros de l'époque et puis ils sont réunis et voilà, et on a ce plaisir comme un album, voilà, justement, comme un album, on feuillette et puis on regarde les chevaliers, comment ils sont, voilà, et si, avec une volonté aussi de nous décrire les chevaliers, de nous les montrer, comme si nous avions besoin de les voir. Et je pense que ça, c'est très fort. Alors le hasard fait bien les choses, figure-toi, parce que on te reçoit aujourd'hui pour parler de ces chevaliers de la table ronde et il se trouve qu'au moment où on tourne cette émission, 24 heures avant, j'ai sorti une vidéo sur le code de chevalerie et justement l'encyclopédie commence par des règles à destination des chevaliers. Donc est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ces règles? Je peux peut-être en lire une pour donner une idée, mais c'est vraiment un mélange entre des règles qui peuvent être appliquées aussi aux chevaliers. Donc, il faut défendre les personnes les plus faibles, ceux qui en ont le plus besoin, etc. Et d'autres règles qui vraiment se rattachent à l'univers arthurien, qui seraient étranges de vouloir suivre, mais je vais en lire pour vous donner une idée. Donc, il y a 20 règles. Et la première, par exemple,
Elle dit, lorsqu'un compagnon de la table ronde faisait le vœu ou la promesse de partir en quête, ou décider de rechercher les aventures extraordinaires du royaume de l'ogre, il ne devait pas ôter ses armes pendant toute la durée de la quête ou de l'aventure, sauf pour les repos nocturnes. Voilà, les chevaliers doivent rester toujours en armure, c'est assez amusant. Et sinon, d'autres règles, par exemple la deuxième, pendant sa quête ou sa recherche d'aventure, il ne devait éviter aucun passage périlleux ni chercher d'autres chemins, même s'il savait qu'il pouvait en trouver un, même si l'aventure était risquée, même s'il fallait combattre des chevaliers ou des géants dont le royaume de l'ogre regorgeait et qui causaient des grands maux et outrages aux chevaliers errants, même s'il fallait combattre des monstres, des esprits ou d'autres bêtes sauvages dont le dit royaume était jadis plein, ni éviter une quelconque autre aventure qu'un chevalier n'ait pu achever. Donc voilà, il y a vraiment le mélange entre la chevalerie réelle et puis la chevalerie imaginaire avec les monstres et les géants à combattre. Voilà, donc on ne recule devant rien et surtout, même pour aller aux toilettes, on garde son armure. Absolument, on garde toujours l'armure. Donc tu le disais, ce recueil finalement de règles, c'est plutôt c'est à destination à la fois des chevaliers de la table ronde, mais aussi en filigrane du coup aux chevaliers réels. Oui, dans le sens où c'est un modèle. Donc les chevaliers imitent un modèle. Alors ce qui me fait rire à chaque fois, c'est qu'il y a des chevaliers qui imitent aussi des choses absurdes. Alors, je fais un exemple. Il y avait, quand on lit les romans arthuriens, il y a quelque chose qui se passe assez souvent, dans Séguin aussi, un rituel, un rite qui s'appelle, une épreuve, qui s'appelle le pas d'armes. Alors, le chevalier, il se met devant un pont et il défie tous les chevaliers qui passent. Il peut rester un mois ou plus. Eh ben, il y avait des chevaliers qui ont vraiment fait ça. Alors, je me dis, dans un roman, bien sûr, c'est très excitant, il y a toujours du passage. Mais, si on se mettait devant un pont, peut-être qu'il y avait personne qui passait. Donc, ça doit être très ennuyeux. Et cela montre vraiment qu'il y a ce limite qui devient très floue entre la réalité et la fiction. Il y a des chevaliers qui sont prêts à se lancer dans des aventures de fiction, en fait. Et donc, on imite la fiction jusqu'à faire des choses absurdes. Et surtout à la fin du Moyen-Âge, quand le chevalier perd son rôle en bataille. Donc, il doit s'inventer d'autres épreuves. Il doit s'inventer en quelque sorte, voilà, une aventure, plusieurs aventures, comme si c'était un chevalier. Donc, il doit vivre les aventures qu'il ne vit plus ou qu'il vit moins en guerre. Et donc, dans cela, c'est ce mélange d'aventures imaginaires qui inspirent et puis de règles réelles, parce que la chevalerie n'est pas juste le fait d'avoir un cheval et d'aller à cheval, c'est aussi le fait de suivre tous ces codes et ces rituels, ces règles très précises. Et donc, disons que la légende du roi Arthur, c'est un mélange entre des règles réelles et puis un univers imaginaire. Justement, ce fameux code de chevalerie, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Nota Bene, est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus? Oui, absolument. C'est-à-dire que la chevalerie, donc, disons qu'elle se dote d'un vrai code à partir surtout de la fin du 11e siècle, du 12e, 13e siècle. Et ce sont les croisades qui, surtout, donc à la fin du 11e siècle, avec la première croisade et puis les autres, qui vont en quelque sorte créer une image du chevalier en particulier chrétien, donc avec toutes ces règles. Donc il faut respecter la foi, il faut défendre les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, il faut être loyal. Donc il y a tout un code et aussi plusieurs rituels, dont le plus important est le rituel par lequel on devient chevalier, donc le rituel de l'adoubement. Donc il y a tous ces rituels et l'Église en quelque sorte commence à encadrer ces rituels. Donc disons que on adoube un chevalier dans une église, donc et comme le chevalier est présenté comme le soldat de Dieu, voilà que l'Église aussi prendra part dans cette constitution de l'image du chevalier, de la chevalerie entière. Mais alors ce code de chevalerie, est-ce qu'il n'est pas un peu mythifié? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle, on cause des chevaliers, tout de suite on fait référence à ce code de chevalerie et on a l'impression que c'est un code un peu immuable, au même titre que par exemple le Bushido chez les samouraïs allait acter ce que chaque samouraï devait faire et quel idéal il devait respecter. Alors c'est un code qui évolue au fur et à mesure, j'ai envie de te dire, mais surtout voilà, il n'y a pas, comment dire, il y a toujours de toute façon un écart entre ce qui est le réel, qui est la théorie et la pratique. Alors, si on regarde les croisades, est-ce que les croisés ont été
voilà, est-ce que les croisades réelles, disons que les croisés sont partis avec un idéal, avec un code de chevalerie, mais si on voit ce qu'ils ont fait, parfois, c'est pas très très noble, c'était au contraire. Donc il y a toujours un modèle et puis on se conforme ou pas. Et la réalité, souvent n'est pas à la hauteur de la fiction parce que le code de chevalerie reste aussi en partie une fiction. Ouais, c'est un idéal à suivre en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ces règles dès le début en fait de l'encyclopédie? Je pense c'est comme une entrée en matière. Alors il faut dire que dans chaque manuscrit, ça peut être après ou avant. Donc il n'y a pas toujours le même ordre. Donc il y a des chevaliers, dans certains manuscrits on le trouve avant, dans certains après. Moi j'ai choisi de le laisser un début. Au début, je pense que c'est comme une porte pour entrer dans cet univers. Donc, je pense que les manuscrits, en tout cas, qu'ils ont mis au début, c'était la volonté d'avoir les règles au début. Et je pense que même si, par exemple, il y avait un tournoi, alors moi, je pars toujours avec cette hypothèse, ça reste une hypothèse, mais que cette encyclopédie n'était pas juste une encyclopédie, mais aussi un manuel pour jouer en quelque sorte à la table ronde, mais c'est bien d'avoir le serment au début. Peut-être que le serment a été prononcé. On peut imaginer qu'il était peut-être lu. Voilà, donc il y a en tout cas une idée de dire on rentre dans cet univers par le serment avec lequel les chevaliers s'installent à la table ronde. C'est le serment de quand ils sont adoubés, de quand ils ont leur place à la table ronde. Et puis finalement, on nous présente les chevaliers. Quand on nous a présenté les chevaliers, on nous dit comment ils joutaient, comment ils participaient au tournoi. Donc on a tout en quelque sorte. Ouais, l'auteur en fait c'était peut-être un maître du jeu de Donjons et Dragons qui s'ignorait et voilà il rassemblait les gens, il disait bon les gars je vous explique les règles ensuite on peut jouer. La dernière règle justement elle concerne les femmes, elle nous dit quoi? Oui, la dernière règle est très étonnante donc je la lis. Il ne devait prendre pour eux ni toucher aucune dame ou demoiselle sous prétexte qu'il avait conquise par la force des armes si elle n'en avait pas le désir et n'était pas consentante. Et le mot consentante vraiment apparaît un moyen français, donc c'est très moderne que d'avoir cette utilisation du mot consentante, dont tu parlais déjà de consentement, alors que c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui, qui revient, voilà, quand on en parle, c'est quelque chose de très moderne, enfin qu'on ressent comme très moderne, mais déjà, à la fin du Moyen-Âge, on dit que les chevaliers doivent respecter le consentement. Et justement, peut-être tu peux nous parler un petit peu de la représentation des femmes dans ces légendes arthuriennes. On a quelle image des femmes? Est-ce que c'est justement une image plutôt moderne ou pas du tout? C'est-à-dire que alors c'est une légende de laquelle les chevaliers ont la plus grande partie. Évidemment, c'est les chevaliers de la table ronde, c'est pas les dames de la table ronde. Mais il y a quelques grandes femmes qui se font remarquer en quelque sorte. Donc la reine, bien sûr, la reine Guenièvre, donc elle est puissante, donc on l'entend, elle peut exprimer sa voix. Et il y a les fées. Donc il y a la fée Morgane, bien sûr, la demi-sœur du roi Arthur. Et puis autre personnage, la fée Viviane ou dame du lac, en quelque sorte un antagoniste par rapport à la fée Morgane. Donc, ce sont des personnages importants, donc qui arrivent à affirmer leur voix, soit parce que, comme la reine Guenièvre, ils ont le pouvoir, soit parce qu'ils ont accès à la magie. Donc, ce sont elles qui vraiment que l'on entend. Voilà. Mais à part elles, je dois dire que les autres femmes, on les entend très peu. Donc, elles restent assez effacées, à part ces quelques exceptions. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, on a des émissions qui ont été faites sur ces figures féminines notamment, sur les réseaux Nota Bene, que ce soit sur YouTube ou même en podcast. Alors on disait qu'il y avait ensuite après cette première partie introductive avec les règles de la chevalerie qui nous sont exposées, on arrive dans cette fameuse liste de tous les chevaliers. Il y en a 174. Alors voilà, tu nous disais que au fur et à mesure du temps, il y en a qui se sont rajoutés. On sait comment l'auteur a procédé un peu pour essayer d'aller à la pêche comme ça aux chevaliers et de savoir combien il y en avait. En fait, c'est assez amusant parce qu'il explique lui-même qu'il a réuni plusieurs livres, il a consulté ce livre-ci, ce livre donc il nous dit les titres, le livre du Lancelot, le livre de Tristan et ceci et cela, donc il nous fait une sorte de liste de livres qu'il a consulté et donc à partir de ces livres, il réunit ces différents chevaliers. Et disons que le cœur sont les 150 chevaliers qui partent en quête du Graal. Et avant, il y a les chevaliers anciens, en quelque sorte, donc les chevaliers qui étaient antérieurs
à l'époque du Graal. Est-ce que Ségurant figure dans cette encyclopédie? Absolument, Ségurant figure. Je l'ai ici, je peux lire sa notice, je peux le montrer. Donc, Ségurant, d'ailleurs, il figure assez tôt, il est en position 3. Ce qui montre que tout de même, il devait avoir voilà, une certaine importance aussi. On a même son portrait, je vais le montrer. Voilà. Et donc, on a le blason de Ségurant, comme je le disais, donc, un, c'est donc un bouclier doré avec un dragon noir, avec une langue et des griffes vertes. Très précis. Et donc, Ségurant Lebrun était le fils d'Hector Lebrun. Il était incroyablement grand, au point que vous auriez dit un géant. Son visage était beau, ample et d'un teint presque brun. Il avait les cheveux plus noirs que de quelque autre couleur, et le reste de son corps avait des formes et des proportions si parfaites qu'il n'y avait rien à dire. Mais il était très doux et pacifique, et n'aimait guère la compagnie des autres. Il était d'une force si démesurée que ni monstre ni géant ne pouvait lui résister. Il mangeait si démesurément que 10 hommes auraient été bien rassasiés de ce dont lui seul avait besoin. Sur ses armes, il portait un dragon. C'était parce qu'il avait tué un dragon terrible et hideux, alors qu'il venait tout juste d'être adoubé chevalier. Et ses armes étaient d'or, au dragon de sable signifie noir, armé et lingué de sinople, donc de verre. T'as un ou deux chevaliers comme ça qui t'ont marqué un petit peu dans son encyclopédie? T'en as découvert des chevaliers? J'ai découvert des noms que je connaissais pas, par exemple, et je me demande, est-ce que ces chevaliers peut-être faisaient l'objet de quelques autres épisodes aujourd'hui perdus, parce que on ne sait rien sur eux, ou est-ce que comme ça c'est juste une comparse, voilà. Donc ça c'est difficile à répondre cela, mais il y a des noms très étonnants de chevaliers, et puis il y a les grands chevaliers qui sont très bien décrits. Il y a Arthur d'abord, le roi Arthur qui ouvre l'encyclopédie, il y a Lancelot, il y a Galahad, etc. Donc ce sont de très belles, voilà, on nous décrit très bien ces chevaliers, les aventures, tout cela, c'est très beau. Et t'en as un ou deux qui t'ont un peu étonné ou qui ont des descriptions un peu rigolotes? Oui, j'ai des chevaliers au nom un peu étranges. Après, je pense que les plus intéressants sont les chevaliers les plus connus, mais il y a des noms vraiment de chevaliers moins connus. Je peux faire un exemple. Par exemple, Ostalem le Prussien, Mirandon de la Rivière, Sicambrien le Troyen. Vraiment, il y a vraiment des noms très peu connus, enfin, voire inconnus. Donc, c'est très étonnant. Mais peut-être je peux lire un extrait soit du roi Arthur, parce que bon, c'est intéressant aussi de voir comme le roi Arthur est présenté, soit un autre. Ouais, bah, non, mais vas-y, je t'en prie, vas-y. Le roi Arthur était très grand de sa personne, l'un des plus grands de sa maison. Admirablement beau, il se tenait très droit et avait des cheveux très blonds, des yeux verts et rieurs, un nez bien fait, adapté à la forme de son visage. Son teint naturel était sanguin, plus beau que tout autre. Il avait de larges épaules, des longs bras, des mains blanches comme neige, mais des longs doigts assez épais. Grand et de taille fine, il avait de belles cuisses et de longues jambes, plus que n'importe quel autre, proportionnées à sa taille, et des longs pieds cambrés. Sa force et son agilité étaient telles que rien ne lui était impossible quand il était en colère. Lorsqu'il était armé et à cheval, vous auriez dit le plus beau chevalier au monde, et il chevauchait très bien. Quand il se dressait sur les étriers, il faisait plier son cheval, aussi puissant fut-il, sous son poids. Et lorsqu'il empoignait sa bonne épée Excalibur, aucune armure ne pouvait lui résister. C'était très difficile de l'apaiser une fois en colère, mais il se fâchait rarement. De ses mœurs et de son tempérament, je peux vous dire qu'aucun homme de son temps n'en avait de meilleur. C'était Dieu qui les lui avait donnés. Il était dévoué à Dieu et assistait volontiers à la messe, respectant strictement les règles de la Sainte Église. Il aimait les pauvres par-dessus tout et leur faisait de grands biens. Généreux et large, on l'appelait le second Alexandre. On a une description physique hyper complète à chaque fois. Je veux dire, si le gars a un grain de beauté, limite, on le on le précise, quoi. C'est très très amusant parce qu'on décrit au Moyen-Âge, on a une façon de décrire qui est très précise. Donc ça commence par le visage, puis ça descend. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on n'oublie rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous décrit les cuisses, la taille, etc. Et ce qu'on remarque aussi, qu'il y a un idéal de beauté qui n'est pas exactement le nôtre. Chaque époque a eu le sien. Donc, ce qui est très amusant, c'est qu'on a des chevaliers toujours aux traits doux, aux cheveux bouclés, blonds, à la taille fine. Et donc, voilà, avec un cou de femme, on dit souvent, avec un front de femme, un cou de femme. Donc, disons que
c'était un idéal de beauté qui se calque sur la beauté des femmes, en quelque sorte. C'est-à-dire, un chevalier, il est si beau qu'il a un cou de femme, il a un front aussi blanc qu'un lys, etc. Et donc, voilà, c'est assez amusant de voir comment aussi les normes de beauté ont changé. Et alors, on retrouve ce même type de description sur tous les chevaliers? Oui, alors pour certains, ce n'est pas aussi étendu. Donc, il y a d'abord une description physique et puis une description morale et ensuite un blason. Donc, on a le même schéma. Évidemment, pour les grands personnages, c'est plus long. Pour le roi Arthur, pour Lancelot, pour Galéo, on a des longs notices. Pour d'autres, c'est plus court. Mais c'était vraiment la volonté de donner un visage à chaque chevalier de la table ronde. Mais alors, est-ce que chaque chevalier doit correspondre aussi à un idéal physique? Et on n'a pas un chevalier qui est petit, trapu? On en a aussi, c'est-à-dire que c'est assez amusant, c'est qu'ils sont presque tous très beaux, mais ils ont tous un petit défaut ou une petite chose qui change. Donc la plupart ils sont très très beaux, mais alors il boit trop, alors il est toujours un peu ivre, un autre qui se fâche. Donc on a toujours des petites choses comme ça qui émergent et qui donnent, qui nous rendent ces chevaliers un peu plus humains, un peu plus atteignables. Parce que même s'ils sont très beaux et presque parfaits, ils ont des petites choses qui nous les rendent un peu plus humains. On a Brocoli dans le chat qui nous dit la beauté est aussi décrite dans une harmonie globale. C'est-à-dire que il est marqué, il avait un nez proportionné par rapport au reste de son visage, et ils nous disent pas en fait il avait un beau nez. C'est toujours par rapport absolument. au reste. Au Moyen-Âge, les proportions sont très importantes. C'est-à-dire que dans un visage, on remarque toujours les proportions. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Oui. Tu nous parlais des blasons. Un blason au Moyen-Âge, ça sert à quoi? Ça correspond à quoi? Un blason permet d'identifier de manière univoque un chevalier. C'est-à-dire que quand on voit un blason, on sait que c'est un chevalier. Alors, je dis de manière univoque, mais ça peut être aussi une famille, ça peut être aussi, ça peut être. Mais en fait, ça nous permet donc c'est vraiment un symbole. Avec des codes très précis. Et d'ailleurs, j'ai inséré aussi un traité. J'ai édité aussi dans cette encyclopédie un traité qui est consacré au blason, parce qu'il y a vraiment des codes très précis. Il y a des couleurs et chaque couleur a aussi un sens. Donc tout cela est pensé pour donner un symbole à chaque chevalier, quelque chose qui résume le chevalier. C'est-à-dire que on choisit les couleurs pour exprimer sa personnalité ou ses aventures. Donc pour Ségurant, évidemment, on y met un dragon parce que c'est Ségurant le chevalier au dragon. Donc à la fois, on choisit soit un animal, soit un objet qui symbolise le chevalier, et puis les couleurs. Donc, il y a les différentes couleurs choisies, et chaque couleur a un sens. Donc, il y a ce jeu-là de créer un blason qui représente une personnalité, un chevalier. Donc, c'est un code, en quelque sorte, pour reconnaître le chevalier. On imagine que du coup, il y a des blasons qui sont un peu plus élaborés que d'autres en fonction de l'importance des chevaliers. Disons que il y a un peu le même schéma pour chaque chevalier. Donc, ce sont pas des blasons trop élaborés. Donc, l'idée c'est aussi que ça soit assez simple. Hein. Mais voilà, c'est vraiment l'idée Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'au Moyen Âge, les blasons, ils existent évidemment pour les vrais chevaliers, pour les familles, etc. Mais on a créé ce qu'on appelle aussi l'héraldique imaginaire, donc la science des blasons imaginaires. Et donc, on invente des blasons aussi au diable, par exemple. Il y a le diable a un blason, Adam a un blason, les chevaliers de table ronde ont un blason. Donc voilà, on crée des blasons imaginaires. Alors tu nous disais tout à l'heure que Ségurant est en 3e place, par exemple, ce qui peut signifier qu'il était plutôt important. On a quand même un classement particulier de ces chevaliers, ou ils sont vraiment dans un ordre lambda? Alors, il y a un classement. C'est-à-dire qu'au début, on a Arthur, bien sûr, puis on a les chevaliers qui apparaissent avant la quête du Graal, et après, on a les 150 chevaliers de la quête du Graal. Alors, les 150 chevaliers de la quête du Graal commencent bien évidemment par Galad, donc le chevalier qui trouvera le Graal, et puis on y met à côté donc les chevaliers les plus importants. Donc, en quelque sorte, même si c'est une table ronde, il y a une hiérarchie qui se crée, en quelque sorte, puisqu'on a une tendance à mettre les chevaliers importants au début. Donc, en quelque sorte, cette encyclopédie fait aussi un plan de cette table ronde. Et c'est ça qui est très amusant. Donc, il nous donne tous les chevaliers par place, en quelque sorte, en constituant un ordre. Est-ce qu'en travaillant là-dessus, tu sais s'il n'y aurait pas un chevalier qui aurait été oublié dans cette encyclopédie? C'est-à-dire un chevalier qui aurait pu apparaître dans un roman particulier, mais qui se retrouve pas dans l'encyclopédie?
Oui, par exemple, Alexandre, donc Alexandre est le chevalier dont j'ai en fait édité, j'ai réuni, enfin, j'ai fait un roman, en réunissant les divers textes conservés. Alexandre, l'orphelin de la table ronde, manque, par exemple, à cette encyclopédie. Alors, il a pourtant un blason. Un blason est connu par un autre texte imprimé, donc il aurait pu être dans cette encyclopédie, mais il manque. Et puis voilà, il y a aussi des personnages un peu méchants. On n'a pas mis les méchants. On aurait pu mettre les méchants, mais évidemment les méchants aussi en blason. Mais on a exclu les méchants ici. Alors, on va en parler un petit peu quand même après d'Alexandre, hein. Mais avant toute chose, je voulais aborder la troisième partie quand même de ce manuscrit, puisque donc on commence par ces règles, ensuite on arrive sur l'inventaire des chevaliers, et enfin on finit par le fameux tournoi, les tournois arthuriens. Ça consiste en quoi exactement ces tournois? Les tournois étaient une compétition qui était dans laquelle les chevaliers se défiaient. Donc, il était organisé par un prince, par un roi. Et donc, un prince, il l'explique comme ça, il défiait un autre prince. Et voilà que on organisait un tournoi. Donc, dans un tournoi, il y a plusieurs épreuves. Il y a des épreuves en équipe qu'on appelle la mêlée. Donc, c'est une équipe qui défie une autre équipe comme si c'était une guerre. Et puis, il y a aussi le cœur d'un tournoi, c'est donc la joute, les chevaliers se défient à la lance et chacun essaye de faire tomber son adversaire. Donc il y a plusieurs épreuves et donc tout est codé. Il y a des règles dans lesquelles alors on peut aller dans le champ, dans le camp adverse, mais juste à la veille. Voilà. Il y a des règles très précises sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc vraiment on se rend compte que tout est codé. Et puis, ben, à la fin d'un tournoi, ben, on élisait un vainqueur. Donc, il y avait un vainqueur qui avait un prix. Mais donc ici, on vous dit aussi comment on prépare un terrain, parce qu'il faut préparer le terrain. Donc, c'est un prince qui invite un autre prince. Du coup, il faut choisir aussi le lieu. Et puis, ben, il faut choisir dans quel endroit on met les tentes pour les chevaliers, etc. Tout cela est très codé, en fait. Et on se rend compte que rien n'est vraiment laissé au hasard. Il y a même des formules qui reviennent. Donc, il vous donne aussi le texte, les formules que les chevaliers prononcent en disant c'est un grand honneur de ceci, cela, etc. Donc, tout cela est très codé, en fait, on se rend compte. Alors comment ça se passe du coup le tournoi? Mais comment ça se passe? Tout d'abord, ben, on choisit un lieu. Donc, alors, si c'est un château, ben, on va choisir, par exemple, un terrain, une prairie qui est à côté du château. Et donc, dans la partie opposée, on laisse une place pour le prince que l'on a invité, dans lequel il va mettre ses tentes, etc. Comme ça, on a un côté et l'autre. Et puis, ben, souvent, on construit aussi de tribunes, souvent en bois, pour créer donc l'espace nécessaire. Et puis voilà, qu'il y a les différentes épreuves qui se succèdent avec la joute, la mêlée, etc. Et puis voilà, si en fait on n'arrive pas à savoir qui en fait a gagné ou si alors c'est alors une équipe a perdu, elle peut avoir une revanche en quelque sorte. Donc il y a tout cela est précisé. Donc les diverses règles elles sont précisées. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est de la gloire? C'est de la monnaie? C'est quoi? Ben, l'enjeu, c'est que les chevaliers, donc quand ils participent à la guerre, il faut qu'ils soient entraînés. Donc, en quelque sorte, c'est une compétition pour entraîner les chevaliers. Donc, c'est aussi la gloire. Les chevaliers y vont pour atteindre la gloire, pour être le meilleur chevalier. Et puis, surtout, alors, ce qui est très étonnant, mais en même temps, on le comprend, c'est que ces tournois, ils prennent force à la fin du Moyen-Âge. Surtout, au moment où la chevalerie est en déclin, je pense qu'on ressent comme un besoin d'en faire de plus en plus. Parce que finalement, la chevalerie est marginalisée et il faut trouver un autre rôle. Et donc, dans ces grands festins, ces grands rituels, on retrouve un peu cette gloire qui manque en quelque sorte. Donc, oui, c'est là qu'on se projette de plus en plus dans un monde imaginaire et que, voilà, on rêve au chevalier de la table ronde, on rêve, voilà, à tout cela et on joue au chevalier de la table ronde. Ouais, c'est vraiment rigolo parce que souvent il y a des similitudes qui sont faites entre la chevalerie et les samouraïs. Je dis ça parce que j'ai bossé sur les samouraïs et je bosse encore sur les samouraïs depuis quelques temps maintenant et que on avait reçu Olivier Ansart, spécialiste de la pensée, qui nous disait que quand les guerriers samouraïs n'ont plus de raison d'exister parce que c'est une période de paix au Japon, se met en place ce que lui a appelé le théâtre. Et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que pour justifier
créer une existence sociale et voilà, et ben on joue. Et c'est exactement le terme qui est employé. On nous demande, Valkyrie demande dans le chat, est-ce que les tournois étaient associés à des événements religieux parfois, ou est-ce que c'était exclusivement des compétitions sportives ou des marques politiques de riches seigneurs qui voulaient affirmer leur pouvoir? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, une fête au Moyen Âge est, comment dire, est une occasion dans laquelle on se retrouve à la cour. Et je fais un exemple pour la légende du roi Arthur. Il y a toujours une fête qui revient, c'est la fête de la Pentecôte. La Pentecôte, les chevaliers se retrouvent à la Pentecôte à la cour du roi Arthur. Donc la Pentecôte, souvent, est une fête pour laquelle on profite pour associer aussi un tournoi. Comment dire, un tournoi n'est pas un événement religieux, mais après, il peut y avoir une présence religieuse, mais il y a une messe à laquelle, voilà, avec les chevaliers, ils vont à la messe, en effet, donc, mais ce n'est pas le centre, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte, on aligne parfois un tournoi sur une fête, parce qu'il y a l'idée que, au fait, la cour, elle se réunit, mais disons qu'à la base, un tournoi, voilà, n'est pas un événement religieux en soi. Alors, je te propose qu'on parle d'un autre personnage que tu as évoqué rapidement, qui est celui d'Alexandre, hein, puisque tu as travaillé là-dessus, l'orphelin de la table ronde. Alors, Alexandre, tout de suite, ça fait référence, on le sait, dans la mythologie arthurienne, il peut y avoir des références aussi au passé, ou je veux dire, un passé avant la période médiévale. Est-ce que ça fait référence à Alexandre le Grand ou pas du tout? Ça peut faire Alexandre le Grand. Je pense que le choix d'Alexandre, du nom Alexandre, n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Il faut savoir qu'au XIIe siècle, il y a un roman sur Alexandre qui est très connu, le roman d'Alexandre, si connu qu'aujourd'hui, on en garde encore le nom pour Alexandrin. L'Alexandrin, c'était le vers dans lequel le roman d'Alexandre était écrit. Donc, c'est vraiment, le roman d'Alexandre a une immense importance au Moyen-Âge. Donc, c'est un récit un peu voilà, dans lequel on rajoute vraiment une vraie légende. Alexandre le Grand. Donc, c'est pas la vraie histoire d'Alexandre le Grand, mais c'est une histoire, voilà, qui s'est enrichie au fur de siècles avec avec une vraie légende. Et je pense que si Alexandre, l'orphelin s'appelle Alexandre, il doit y avoir aussi une référence à Alexandre le Grand. Et on le voit dans quelque chose, il y a des points en commun. En tout cas, ce qui est très amusant, c'est que c'est le seul chevalier de la table ronde qui s'appelle Alexandre. Et c'est très osé aussi de choisir ce nom, Alexandre, parce que voilà, il faut qu'il soit digne en quelque sorte de Alexandre le Grand. Mais c'est d'autant plus étonnant du coup qu'il figure pas dans l'encyclopédie. Tout à fait, il figure pas dans l'encyclopédie. Alors, il aurait pu figurer dans cette encyclopédie. Alors après, est-ce que le texte a disparu avant ou pas? C'est-à-dire à quel moment le texte à quel moment ce texte qui était lié à Alexandre, il n'a plus été lu. Et comme le texte, comme ce roman d'Alexandre a été écrit au XIIIe siècle, et l'encyclopédie, elle a été écrite à la fin du Moyen Âge, donc au XVe siècle, on peut se demander à quel point il était encore célèbre, connu, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il ne figure pas à la quête du Graal, donc il participe pas à la quête du Graal. Donc à la limite, on l'aurait trouvé avant la quête du Graal. Donc c'est vrai qu'il aurait pu être dans cette encyclopédie. Ouais, peut-être que l'auteur de l'encyclopédie avait un rival amoureux qui s'appelait Alexandre et il s'est dit il y a pas moyen, je ne le mets pas. Alors, il vient d'où cet Alexandre du coup? Pourquoi on le surnomme l'orphelin? Alors, il est orphelin parce qu'il est orphelin de son père. Donc son père a été tué par le méchant roi Marc, le roi Marc de Cornouailles qu'on connaît par Tristan et Iseult. Et Alexandre est le cousin caché de Tristan. Cousin caché parce que le roi Marc tue donc le père d'Alexandre, essaye de tuer Alexandre aussi, le croit mort. Mais voilà que Alexandre n'est pas mort, est bien en vie et veut venger la mort de son père. Son père qui lui apparaît dans un rêve et Alexandre veut accomplir la vengeance de son père. Mais Alexandre a un problème, Alexandre est trop beau. Il est tellement beau que toutes les dames, les magiciennes tombent amoureuses de lui et donc il doit fuir à chaque fois pour fuir ces dames qui le poursuivent. Quel problème! C'est un gros problème parce que à chaque fois il doit fuir et donc il n'arrive jamais à se venger parce qu'il a un rêve, celui de réunir les chevaliers de la table ronde dans une grande armée pour tuer son oncle Marc. Mais à cause de toutes ces femmes, il n'y arrive jamais.
Mais alors, comment il sait que son père a été assassiné? C'est son père qui, quand il lui apparaît en rêve, il lui dit j'ai été assassiné par Marc? Oui, tout à fait. Il lui apparaît un rêve, donc il lui fait entendre cela. Et puis la mère, le jour après, donc quand Alexandre est adoubé, il lui présente la chemise dans laquelle le père a été tué. Donc il lui raconte l'histoire. Donc c'est à la fois le rêve et puis la mère qui a réussi à survivre, qui lui raconte l'histoire de son père tué. Alors ces histoires de vengeance, il y en a quand même pas mal dans la littérature en général. Et tu penses que le récit d'Alexandre a pu inspirer d'autres auteurs beaucoup plus tardifs ou pas? Je pense à Shakespeare par exemple avec Hamlet. C'est vrai qu'on pense à Hamlet parce que dans Hamlet aussi c'est un peu le même schéma, c'est-à-dire que Hamlet il doit tuer son oncle, c'est aussi un roi. Et donc, il y a ce rêve aussi, il y a ce rêve dans lequel le père, il demande vengeance. Et Hamlet aussi n'arrivera pas à venger la mort de son père. Donc, en quelque sorte, on a vraiment un schéma qui est semblable, qui est troublant, à tel point c'est semblable, si bien qu'on peut se demander si Shakespeare connaissait Alexandre. Et ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que de cette légende de Alexandre, il y aura un résumé en anglais. Donc, dans cette grande œuvre que je mentionnais avant en anglais, qui réunit à la fin du Moyen-Âge les divers textes français du Moyen-Âge, il y a aussi un résumé de Alexandre. Et c'est un texte qui a eu une diffusion. Donc, cette grande somme arthurienne, ces grands ensembles de récits arthuriens, il y a eu une grande diffusion en Angleterre, si bien que voilà, c'est tout à fait possible. Même si, voilà, Hamlet s'inspire tout d'abord par une autre légende du Moyen-Âge. Mais c'est vrai qu'il y a des points de contact troublants, si bien qu'on peut se demander s'il y a une influence ou pas. Alors tu nous dis qu'il il va avoir du mal à mettre en place sa vengeance parce que voilà, il y a trop de femmes autour de lui. Néanmoins, il va quand même essayer il y a un schéma qu'il va essayer de mettre en place pour accomplir sa vengeance ou pas du tout? Absolument, il a un plan. Donc, une fois qu'il a réussi à fuir toutes ces dames magiciennes, etc., il a un plan, c'est-à-dire il se place devant une forteresse, devant un château, et donc défie tous les chevaliers qui passent. C'était et avant, c'est le pas d'armes. Donc il fait un pas d'armes, et dans ce pas d'armes, il défie tous les chevaliers de la table ronde. Et à chaque fois qu'il gagne contre un chevalier, il demande au chevalier en échange de faire partie de son armée. Donc voilà, il a à chaque fois un nouveau un allié en plus. Donc comme ça, il forme une armée, et puis donc il voit défiler de plus en plus les chevaliers de plus en plus célèbres jusqu'à Lancelot du Lac. Il défiera Lancelot du Lac. Alors évidemment, Lancelot est hyper puissant, donc il n'arrivera pas vraiment à vaincre Lancelot. C'est presque égal. Lancelot a un avantage et tout. Et finalement, Lancelot aussi promet de aider Alexandre. Donc Alexandre a tout ce qu'il faut pour venger la mort de son père, mais il n'y arrivera pas. Et pourquoi? Il n'y arrivera pas parce que, alors je sais pas si peut-être il y a un auteur ou plusieurs, parce que c'est peut-être plusieurs auteurs anonymes ou qui n'ont pas voulu écrire la fin, parce que si Alexandre avait tué son oncle le roi Marc, ce texte aurait été en contradiction avec les autres textes arthuriens. Le roi Marc, il doit survivre pour enterrer Tristan et Iseult, il ne peut pas être tué. Donc, en quelque sorte, peut-être, il y avait une volonté de ne pas achever l'histoire. Et pour Ségurant, c'est un peu la même chose. Ségurant aussi, c'est une histoire qui ne peut pas être achevée parce que c'est l'histoire d'un chevalier qui poursuit un dragon imaginaire, un dragon qui n'a pas d'existence physique. Donc, il se peut que ce sont des chevaliers qui ont été inventés après les plus grands chevaliers arthuriens, et peut-être que leur histoire ne peut pas être achevée s'ils arrivent trop tard lorsque l'histoire est déjà écrite, en quelque sorte. Alors, j'ai pas encore lu Alexandre, mais j'ai lu Ségurant. C'est aussi bourrin, c'est-à-dire que Ségurant, quand il fait le pas d'armes, c'est vraiment il y a des pages où vraiment il est là, il y a un gars qui arrive, il dit il va falloir que tu te battes avec moi pour qu'on passe le pont, rendez-vous demain, et on se met sur la tronche. C'est exactement pareil dans oui, c'est très comme tout à fait, on voit que les têtes volent, des choses comme ça. c'est assez amusant. Il est aussi courtois avec les autres chevaliers qu'il rencontre ou pas? Parce que dans mon souvenir, Ségurant, quand il voit quelqu'un, il est pas dans une agressivité je veux dire vulgaire, ou voilà, c'est on va combattre, mais avant de combattre, je vous invite à manger. Et voilà, comme on disait, il y a tout un rituel à suivre. Donc là aussi, les chevaliers sont très courtois.
Donc, c'est l'idée. Donc, ils se battent, mais ils sont très courtois. Tu nous disais qu'Alexandre a ce défaut d'être, enfin, cette grande qualité qui est d'être trop beau, mais il a des défauts ou pas? Il a des défauts. Bah, ce n'est pas dit, mais je dirais que c'est un chevalier très naïf en quelque sorte. Il est très touchant puisque voilà, il est emprisonné, il est triste, il pleure. Donc, il a un côté très touchant, très naïf. Et puis voilà, il découvre le monde. Il est très jeune, donc il a jamais couché avec une jeune femme. Alors là, il y en a plein qui le poursuivent. Puis finalement, il y en a une qui lui dit, bah, ouais, elle a emprisonné dans un château. Il lui fait entendre que s'il veut, voilà, s'il veut trouver une issue, il faut bien que voilà qu'il ait un rapport avec elle. Donc il découvre le monde vraiment. C'est un chevalier qui est très naïf en quelque sorte. C'est un peu un Gauvin? Alors, Gauvin, oui, mais Gauvin, il n'y a pas un seul Gauvin. C'est-à-dire que dans les romans aussi, il évolue, Gauvin. Donc, selon les romans, il peut être très courtois ou méchant même. Donc, c'est un personnage qui évolue. Mais en tout cas, c'est un personnage qui plaît beaucoup aux femmes. Ça, oui. Oui, parce que Gauvin, il a ce côté naïf aussi au départ. C'est surtout en fait Perceval qui a un côté très naïf. Oui, Perceval, C'est le pardon, chevalier. je confonds les deux. C'est le chevalier Déjà, le chevalier le plus naïf, c'est voilà, par excellence, c'est Perceval. Et en effet, oui, Alexandre, il a un petit côté, oui, comme Perceval en quelque sorte. oui, c'est ce que je voulais dire, pardon, j'ai confondu les deux. Durant le pré-entretien, tu nous disais que dans ce récit d'Alexandre, il y a une représentation des femmes qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver dans d'autres romans arthuriens. Oui, absolument, parce que généralement, donc dans les romans arthuriens, c'est toujours donc les chevaliers qui accomplissent des exploits pour une dame. Donc il y a ce schéma classique de l'amour courtois. Dans lequel voilà la femme est un peu un objet, si l'on veut, un objet de désir pour un homme. Et dans ce cas, ben, on a un peu un homme qui est un peu un homme objet de désir. Et en fait, c'est un texte qui met en avant le désir des femmes. Et ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que ben, voilà, on met vraiment, le texte met vraiment en avant ce que ces femmes désirent, ce que ces femmes veulent. Et puis, c'est un univers où les femmes ont beaucoup de pouvoir. On en parlait avant, les magiciennes. Là, il y a 4 magiciennes. Donc, il y a la fée Morgane, il y a la fée Sibylle. Sibylle, on l'a retrouvée aussi dans Ségurant le chevalier au dragon. Il y a 2 autres fées. Et ces 4 fées, finalement, elles réussissent à avoir un pouvoir extraordinaire. Donc, elles dominent le monde. Et du coup, voilà, les femmes ont un rôle qui est beaucoup plus important que dans le reste. Donc, elles se défient dans un tournoi de magie. Donc tout cela est très nouveau, et vraiment c'est un texte qui bouscule les règles et les normes arthuriennes, et avec un texte qui est très audacieux parce que il nous décrit le corps, il nous parle de désir, il nous montre ces femmes très puissantes. Et comment tu l'expliques, ça? C'est très difficile à expliquer, mais alors ce qui est amusant, c'est que Alexandre comme Ségurant, ce sont des textes qui sont assez nouveaux, qui bousculent un peu les règles. Alors, la chose qu'on sait, c'est qu'ils ont été écrits au XIIIe siècle en Italie, en français, mais en Italie. Et je me demande si le fait d'avoir importé ces textes ailleurs, de les avoir mêlés à une culture nouvelle, n'a pas pu faire surgir aussi de nouvelles choses. C'est-à-dire que dans Ségurant, par exemple, on dépend d'une classe qui n'est pas dépendante en général. On a la classe bourgeoise, on a des paysans. Donc, on n'a pas que l'univers bourgeois. Et je pense que le fait d'importer la littérature française en Italie, de la mêler à la culture locale, etc., ben, forcément, il y a des mélanges qui se créent. Et l'on voit déjà surgir des choses que l'on retrouvera ensuite en Italie. Je pense à plusieurs textes écrits en Italie. On trouve un peu ces types de récits. Donc, c'est quelque chose qui anticipe ce qui va venir après. Et à la fois, c'est peut-être aussi dû à la rencontre de cultures très différentes qui ont fait émerger tout à coup un univers très étonnant. C'est pas parce que il pourrait y avoir une évolution de la condition de la femme à cette époque précise, justement. Ce sont des textes qui sont très étonnants parce qu'ils arrivent très tôt, à la Renaissance, à la fin du Moyen Âge. On aura bien sûr la condition de la femme va évoluer petit à petit, mais ces textes-là, ce que je veux dire, c'est qu'ils arrivent très tôt. On est en fait au très 13e siècle avec des choses qui sont assez fortes, audacieuses, fortes. Donc, voilà, c'est toujours très difficile de faire un lien cause-effet.
ce n'est jamais un lien cause-effet précis. Donc pourquoi à un certain moment on écrit un texte d'une certaine façon? Et à savoir aussi que ces textes, ils ne représentent pas le réel. On le disait avant, ce ne sont pas des textes qui représentent le réel. Ce sont des textes imaginaires, donc ils se basent sur le réel pour créer en quelque sorte, mais ce n'est pas un miroir du réel. On ne doit pas prendre ces textes comme un miroir du réel. Donc c'est un peu l'imaginaire d'une époque, d'un moment précis, d'un auteur dont en fait on ne sait rien. C'est ça aussi qui est très difficile. Oui, et puis de nos jours, on écrit beaucoup de choses qui n'ont pas de prise avec le réel. C'est des espoirs d'émancipation ou autres qui parfois sont pas là encore, sont pas encore là. Donc on sait pas quoi. Alors dans ce roman d'Alexandre, on retrouve la figure bien connue de Merlin. Or, Merlin, on a consacré un petit épisode dédié à Merlin sur Nota Bene. Merlin, c'est pas toujours un gentil. Quelle place il a dans ce roman d'Alexandre, le Merlin? C'est quoi son visage? Merlin n'est pas toujours un gentil, oui. Dans Alexandre, on découvre qu'il a appris la magie à Morgane et aux autres fées, mais en échange, il a voulu bien des choses en échange. Donc, et on comprend que Merlin a voulu, accepter de apprendre la magie à ces femmes en échange d'un rapport avec elles. Et donc, on découvre un Merlin prédateur, en quelque sorte. Donc, c'est absolument pas l'image que l'on avait avant, en quelque sorte. Un Merlin conseiller du roi Arthur, un Merlin gentil, etc. On voit aussi le côté plus sombre de Merlin qui profite de son savoir, profite de sa magie pour assouvir un peu ces différents désirs avec plusieurs femmes. Voilà, pas un chic type. En tout cas, je vous invite à voir cet épisode parce que moi, c'est vrai qu'à l'époque où j'avais pu bosser, je crois que c'était avec William Blanc qu'on a fait cet épisode. Ça m'étonnerait pas sur Merlin. C'est un peu bousculé ma vision du gentil Merlin. Voilà, moi qui suis fan de Merlin l'Enchanteur, c'était mon dessin animé préféré quand j'étais gamin. Voilà, ou qui est suivi après Merlin dans Kaamelott. C'est pas du tout ce gars-là, quoi. Pas du tout. Alors, on va revenir sur le roman en tant que tel et pas sur l'histoire d'Alexandre. Quand on parle d'un roman, d'un chevalier arthurien, est-ce qu'en fait ça correspond à ce que nous on appelle un roman à notre époque en fait? À peu près. C'est-à-dire que d'abord, on disait roman parce que roman c'était la langue romane. Donc en fait on parlait de mise à roman. Mise à roman signifie traduction en langue romane, donc en français, en italien, dans les autres. Voilà. Donc au début, le roman, ça fait référence à cette transposition dans une autre langue. Donc, des textes qui ne sont plus écrits en latin, qui sont écrits dans une langue romane. Et très vite, en fait, on a en effet des romans comme on les entend nous. Donc par exemple, Chrétien de Troyes écrit des romans. Alors ils écrivent en vers. Après Chrétien de Troyes, on aura des romans en prose. Donc Ségurant et Alexandre sont plutôt des romans en prose. Donc oui, on entend à peu près la même chose, si ce n'est que au Moyen-Âge, on n'écrit pas sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, un roman, on l'écrit sur n'importe quel sujet. Au Moyen-Âge, il y avait des grands univers sur lesquels on écrivait, on disait des matières. Donc ça pouvait être la matière de Rome. Matière de Rome signifie tout ce qui est en lien avec le monde grec et roman, que ce soit l'histoire, les mythes. On avait la matière de Bretagne. La matière de Bretagne correspond à la légende du roi Arthur, à Tristan et Iseult. Et sinon, on avait la matière de France, donc des choses qui touchaient plutôt à l'histoire de la France. Donc on a ces grands univers sur lesquels on écrivait, mais sinon oui, un roman reste un roman. Évidemment, on raconte pas de la même façon, et c'est très amusant de lire ces textes qui ont une façon de raconter qui est un peu différente par rapport à la nôtre, dans lesquels on ressent aussi une influence qui est liée à la tradition orale, puisque ces textes c'est d'abord, disons que les textes du Moyen-Âge étaient d'abord liés à une littérature qui était orale. Et donc, parfois, on sent ces marques liées à la mémoire de cette oralité. Mais un roman, oui, est toujours un roman. Alors, tu nous le disais, ce roman d'Alexandre, il n'a pas été écrit en France, du coup. Enfin, il vient plutôt de l'Italie. Tout à fait. Apparemment, il a été écrit en Italie en français. Alors, comment je le sais? Je vois que dans les manuscrits les plus anciens, il y a des fautes de français, en tout cas des choses que l'on n'écrirait pas en France. Donc, je fais un exemple qui était lié plutôt à Ségolène le Chevalier au Dragon. On lit, par exemple, « Je suis été ».
Un Français ne dirait pas je suis été, on écrit plutôt j'ai été. Pourquoi je suis été? Parce qu'en italien, c'est io sono stato. Donc, on utilise l'auxiliaire être et pas avoir. Et c'est grâce à ces petites marques qu'on voit que le texte a été écrit plutôt en Italie. Même si c'est toujours très difficile de savoir d'où un texte vient, parce qu'on peut dire peut-être qu'il peut y avoir aussi une mémoire orale. Je ne sais pas si avant, ces textes ont eu une tradition orale ou pas. Ce qu'on connaît sont les textes écrits. Et c'est difficile de savoir si un texte est plus ancien que cela. Et ça, c'est impossible de répondre, par exemple. Mais on connaît son auteur du coup ou pas? Parce que Non, pourquoi un auteur anonyme encore. Oui, c'est anonyme. Parce oui. que oui, se pose la question de pourquoi un Italien écrit en français. Pourquoi un Italien écrit en français? Parce que le français était une langue de prestige international, en quelque sorte, et parce que ces romans de la table ronde étaient écrits en français. Donc, il faut imaginer que les nobles en Italie se font envoyer ces manuscrits écrits en français. Ils les lisent en français, même si c'est une langue qu'ils ne maîtrisent pas entièrement. Et puis, il y a plusieurs auteurs qui écrivent en français, dans un français qu'ils ne maîtrisent pas entièrement, mais tout de même, ils écrivent en français. Donc, il y a l'idée à la fois que c'est une littérature et une langue qui vont avec. Et au début, donc, la littérature arthurienne, même en Italie, est écrite en français. Ensuite, plus tard, elle sera écrite en italien. Il y a aussi des textes en italien plus tard. Mais d'abord, ce sont des textes écrits plutôt en français. Et aussi, le français est une langue qui permettait une diffusion européenne. Le français n'était pas lu juste en France, mais aussi en Italie, un peu en Espagne, un peu en Grande-Bretagne. Donc, c'était aussi une façon de donner un destin international à son œuvre. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent on parle du fait que en Grande-Bretagne, oui, on parlait le français, mais pas forcément en Italie ou ailleurs. Donc c'est intéressant de le préciser. Oui, absolument. Est-ce qu'on sait si du coup ce roman il a été écrit d'une traite par un seul auteur ou est-ce que là encore on va avoir des ajouts peut-être postérieurs ou... Oui, tout à fait. Alors donc on arrive à isoler pour celui-ci aussi une partie qui est plus ancienne, qui remonte au XIIIe siècle. Après une continuation, donc le texte a été poursuivi. On voit que ce n'est pas le même style, c'est pas le même auteur, c'est sans doute écrit après. Et ensuite des réécritures, donc des parties qui ont été réécrites. Donc comme Ségurant, même si le texte n'est pas aussi vaste, mais comme Ségurant le chevalier au dragon, ben, il y a en fait le texte a été continué, il a été poursuivi, il a été réécrit. Donc il y a, comme pour Ségurant d'ailleurs, 3 siècles de remaniement, réécriture. Ouais, donc forcément, effectivement, ça peut vachement varier. Et alors, tu nous disais qu'il a été donc réécrit, mais est-ce qu'il a disparu à un moment donné? C'est-à-dire que un moment, alors la Renaissance, il se passe quelque chose de très important déjà à la fin du Moyen Âge, comme le livre imprimé et inventé, bah il y a des livres qui sont imprimés, des livres qui ne le sont pas. Et cela a un rôle fondamental sur ce qui va rester, ce qui va pas rester. C'est-à-dire que certains romans arthuriens, à la Renaissance, on les imprime, par exemple l'histoire de Lancelot, l'histoire de Tristan. Ce sont donc des histoires qui restent. Tout ce qui reste confiné au manuscrit, eh ben, ce sera en quelque sorte exhumé ensuite. Ce sera ensuite au XIXe siècle, avec le romantisme, où on s'intéresse aux légendes du Moyen-Âge, on s'intéresse au Moyen-Âge en général. Eh ben, on récupère ces textes. Il y a plusieurs éditions, plusieurs traductions donc, liées à la légende arthurienne. Et donc, ces textes sont récupérés. Mais pas tous. C'est-à-dire que, par exemple, Ségurant et Alexandre, du fait peut-être qu'ils étaient morcelés, qu'ils étaient divisés en plusieurs textes, en plusieurs manuscrits. Peut-être aussi pour Alexandre, c'était un texte aussi audacieux, peut-être pour cela aussi. Donc, ces textes n'ont pas été exhumés. Donc, ils sont restés encore dans les manuscrits. Et encore aujourd'hui, il y a encore plusieurs fragments qui volent en quelque sorte, c'est-à-dire en faisant cette immense recherche sur Ségurant, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de fragments inédits. Alors des fragments pour lesquels je n'arrive pas encore à recréer des choses, c'est-à-dire que ce sont des fragments volants qui appartiennent peut-être, sans doute, sûrement, même à plusieurs textes que l'on ne conserve plus. Donc on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de choses, je le disais, on estime avoir perdu 90% des manuscrits du Moyen-Âge, ce qui est énorme. Mais avec ces fragments volants, ces fragments épars, je n'arrive pas, en quelque sorte, à les relier entre eux. Donc, ça fait partie de divers univers. En tout cas, ils ne se suivent pas. Donc, il y a encore des choses qui sont ensevelies. Et je pense à Turin en particulier. Alors, je menais un grand chantier à la bibliothèque de Turin parce qu'il y a un incendie terrible
qui a ravagé la bibliothèque. Donc, entre 2000 et 3000 manuscrits brûlés, 30 000 livres environ. C'est vraiment le chantier le plus difficile et le plus long de ma recherche. Ben, là encore, il y a des choses que je n'ai pas réussi à lire. Il y a des blocs de parchemins brûlés, parce que les manuscrits avec la chaleur, comme en fait, c'est en fait de la matière animale, donc ça colle, ça se rétracte, et ce sont des blocs que l'on n'arrive pas à ouvrir. Donc il y a encore des choses que l'on n'arrive pas à lire. Alors ça, peut-être qu'il y a des techniques modernes qui arriveront à vous aider, hein, parce que on avait fait un épisode, c'était sur Pompéi et Herculanum, c'était les fameux papiers, les rouleaux d'Herculanum, donc où justement des techniques, alors à la fois de scan, il y a tout un truc très technique, mais aussi d'intelligence artificielle avec des algorithmes, tout ça, qui essaye d'analyser les encres dans les rouleaux pour ensuite les redérouler numériquement et essayer de comprendre ce qu'il y a dedans. Alors, on avait mis plein de warnings sur ces méthodes-là, parce que c'est pas parfait, mais ça peut aider un petit peu à cerner certaines données qui étaient perdues. Alors oui, en effet, c'est une technique qui est vraiment qui est très efficace, enfin qui a été très efficace pour ce qui a été fait. Alors il y a une différence entre le Moyen Âge et la période antique, c'est que avec les rouleaux, c'est beaucoup plus simple. Parce que les rouleaux, ils sont enroulés. Un manuscrit, c'est un bloc. Donc, en fait. Ah oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire que si c'est un rouleau, ben, on peut avoir un scanner 3D qui tourne autour. D'accord, ouais. Qui va lire des choses. Comme si c'est un manuscrit, ben, les pages collent et en fait, vous n'avez pas assez de place pour aller lire. Donc, pour le moment, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que il n'y a pas l'espace matériel pour aller lire les écritures qui restent collées, en fait. Donc, pour le moment, alors si un manuscrit n'a pas été restauré, ce n'est pas possible. Pour les manuscrits qui ont été restaurés, j'ai pu le lire. Alors, ce sont des textes qui sont illisibles à l'œil nu, mais je peux utiliser une technique qu'on appelle l'imagerie multispectrale, qui consiste dans le fait de prendre des photos avec des spectres de lumière différents, qui vont de l'infrarouge à l'ultraviolet. Et c'est comme ça que j'ai pu lire des épisodes liés donc à Ségran ou bien à Alexandre, grâce à cette technique qui m'a permis donc de lire. Un ordinateur ensuite réélabore les images, donne l'image la plus lisible possible, et j'ai pu ainsi lire des textes qui étaient effacés. Donc si on peut résumer, en fait, ces manuscrits, ils ont pas disparu, en fait, ils ont été plutôt invisibilisés par le développement des techniques, quoi. Ils ont été invisibilisés dans le sens où, alors il faut imaginer, dans les manuscrits d'Alexandre ou de Ségurant, ce sont parfois, alors soit ce sont des fragments, des morceaux volants, des feuillets comme ça qui traînent, soit alors ce sont des gros manuscrits dans lesquels les copies sont copiées à l'intérieur, un épisode, deux, etc. Donc en fait c'est invisibilisé pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de livres, on a une certaine quantité de manuscrits arthuriens, parfois qui ont les mêmes titres, et puis quand on les consulte, on se rend compte que le copiste s'est amusé en quelque sorte à combiner plusieurs épisodes à l'intérieur d'un même manuscrit en quelque sorte. Donc, on se rend compte que le texte que l'on croyait une histoire de Lancelot ou de Tristan, ben finalement, à l'intérieur, il y a autre chose. Du moment où les copistes, ils compilent plusieurs textes. Et donc, voilà, ce sont des textes qui ont été, en quelque sorte, oui, ils ont été rendus invisibles parce que à l'intérieur de très gros manuscrits et donc, voilà, ne sont pas, c'est-à-dire qu'on connaît, que tous les textes qui ont été imprimés, qui ont été réédités, ben on les connaît. Et finalement, il faut faire aussi un travail de revenir aux sources, donc revenir aux manuscrits et de voir ce qu'il y a. Et d'assembler, ouais, de collecter, d'assembler. Oui, c'est ça aussi qui était très nouveau parce que généralement, les autres romans, ben on les a entiers. Enfin, il y a un manuscrit et le manuscrit est celui-là et puis ben, le texte y est. Et pour Ségurant, par exemple, ben il y a aucun manuscrit complet. C'est ça qui était très difficile. Il y a plein de morceaux, mais il y a aucun manuscrit qui est entier. Et donc, le texte est invisibilisé du fait de ne pas avoir aucun manuscrit. Du coup, si on en consulte un ou l'autre, on ne se rend pas compte que c'est une histoire importante parce qu'il y a juste un morceau qui traîne comme les divers morceaux que j'ai pu trouver pour lequel je n'ai pas un autre morceau qui va avec. Donc, c'est intéressant parce que c'est intéressant, mais c'est pas un roman. Ce sont des fragments qui traînent comme ça. Et alors, deux questions en une. Comment toi t'as découvert Alexandre et comment justement tu as fait pour trouver et rassembler cette matière? Oui, alors Alexandre, c'est une recherche que j'ai menée en même temps parce que quand j'ai mené la recherche sur Ségurant, je me suis rendu compte que plusieurs manuscrits contenaient aussi Alexandre, contenaient aussi cette histoire qui était moins grande, et moins vaste, était moins éparpillée par rapport à Ségurant. Donc, c'est une étude que j'ai menée en parallèle. Je fais une thèse dans laquelle je pars de Ségurant et de Alexandre. Alexandre, il figure aussi.
En quelque sorte, il fallait étudier l'un pour arriver à comprendre l'autre. Je me suis rendu compte que les deux ont été écrits en Italie, que Alexandre sans doute a été écrit après Ségurant, que c'est en quelque sorte aussi un contre-roman de Ségurant. On avait Ségurant Lebrun, là, on a Alexandre Lebrun, on a un Blanc Alexandre et un Ségurant Lebrun. On a une histoire qui est structurée de la même manière. C'est une quête impossible. Il y a la fée Morgane qui intervient. Il y a un chevalier qui poursuit un dragon imaginaire. Il y a un autre chevalier qui est, voilà, il y a des femmes qui le poursuivent. Donc, il y a vraiment, vraiment un contre-exemple. Il y a un chevalier qui n'est pas amoureux, Ségurant, et l'autre chevalier dont toutes les dames tombent amoureuses. Donc, j'ai l'impression que Alexandre a été vraiment écrit, et ils sont parfois associés, c'est peut-être ça une raison. Il a vraiment écrit comme un contre-roman, comme un roman qui prend un contre-exemple. Et donc, il était, voilà, donc c'est une recherche que j'ai menée en parallèle. Donc, il y a des manuscrits en commun, il y a d'autres qui ne sont pas en commun. Et donc, là, je suis allé consulter les divers manuscrits. J'ai réuni les divers épisodes que j'ai d'abord copié, j'ai d'abord transcrit en ancien français, que j'ai traduit ensuite. Et voilà, et j'ai donc isolé la partie la plus ancienne, puis la partie qui poursuit l'histoire, donc une continuation, et puis les réécritures. Et comme ça, voilà, on a l'ensemble reconstitué. Question, depuis que tu as publié Ségurant et même là Alexandre, est-ce que t'as pas d'autres spécialistes qui s'intéressent à la littérature arthurienne qui ont pu te contacter pour dire tiens Emmanuel, moi j'avais ce petit bout de texte là que t'avais pas vu? Non, il n'y en a pas eu qui m'ont écrit pour ceci. Mais il faut savoir aussi que la recherche universitaire va à un rythme très lent, c'est-à-dire que ce n'est pas un rythme. Non, mais c'est-à-dire c'est pas. C'est-à-dire que en fait on imagine que on ouvre un manuscrit et tout de suite on trouve quelque chose. Non, c'est très long. C'est-à-dire qu'on ouvre un manuscrit, on l'étudie, on en tire. Donc tout cela c'est très lent. C'est pas un temps tu vois le même temps qu'on publie un livre, puis il y a la presse qui écrit, etc. Il faut compter plusieurs années pour avoir peut-être un chercheur qui va reprendre l'étude, qui va poursuivre, etc. On n'est pas sur un temps rapide parce que les spécialistes, il y en a assez peu, et donc on est sur un temps qui est beaucoup plus lent. Donc peut-être que dans le futur il y aura, mais en tout cas pour le moment il n'y a pas eu. Genre, vraiment, je suis allé dans tous les endroits accessibles. Après, ce qui est possible, c'est qu'il y ait un particulier, peut-être un particulier qui a des manuscrits chez lui, qui a gardé caché, et peut-être qu'il aura un autre épisode. Mais généralement, les particuliers sont très discrets sur les manuscrits qu'ils possèdent. Et donc, c'est difficile à savoir. En tout cas, j'ai enquêté aussi de ce côté-là et je n'ai rien trouvé. Tiens, je me pose une question qu'on n'a pas abordée durant le pré-entretien, mais tu sais, dans cette littérature arthurienne ou même dans la littérature du Moyen-Âge en général, il y a des auteurs qui font référence et qui ont réussi à développer une sorte de multivers, mais il y a aussi des auteurs anonymes comme ceux qui ont participé à Alexandre. Est-ce que du coup il y a une différence de légitimité sur finalement le fond et sur la construction de tout cet imaginaire et de cette matière qui jaillit. Je veux dire par là que tu vois, typiquement, si on prend des grandes sagas aujourd'hui, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, tu as ce qui est canon, tu vois, qui a été défini par un auteur principal, et puis tu as tout un tas de fanfictions qui sont écrites et qui viennent rajouter de la matière et qui parfois est passionnante par des auteurs qui sont moins connus ou anonymes. Donc comment ça se positionne en fait pour toi de tout ça? Oui, alors ce n'est pas exactement la même chose au Moyen-Âge en quelque sorte, puisque on a l'idée au Moyen-Âge que l'homme ne crée rien, seul Dieu crée. Donc en quelque sorte, on a l'idée que un auteur ne fait que reprendre une matière déjà existante et il façonne une matière déjà existante. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'à chaque fois qu'on lit ces divers auteurs du Moyen-Âge, ils font parfois semblant qu'ils recopient un livre en latin. Ils traduisent un livre en latin. Ce livre en latin n'existe pas. Donc, pour faire croire, pour donner un argument d'autorité, alors après ça devient aussi un topos, ça devient aussi une blague, mais donc ils font semblant de traduire un livre en latin. Alors, on disait le livre en latin, il y a un épisode qui n'a pas été traduit, c'est moi qui va le faire. Donc il y a un livre imaginaire en latin qui contient tout.
Et chaque auteur, voilà, écrit son histoire. Mais les auteurs souvent ne laissent pas leur nom parce que l'homme ne crée rien. Il y a que Dieu qui crée. Donc, il n'y a pas il y a pas cette individualité, l'idée d'auteur qu'on a développée ensuite à la période romantique, surtout avec, voilà, tout le pouvoir d'être auteur. Pour le Moyen Âge, c'est pas vraiment comme ça. Et aussi, il n'y a pas, disons, il n'y a pas beaucoup de différence entre un copiste et un auteur. C'est-à-dire il y a plusieurs degrés entre un copiste et un auteur. Il y a les copistes qui copient le texte comme il est. Parfois, d'ailleurs, ils se trompent, ils font des fautes, etc. Mais ils oublient des lignes et bon, tout. Il y a des copistes qui copient le texte et peuvent rajouter des choses. Il y a des copistes qui vont rajouter beaucoup de choses. Il y a des copistes qui inventent. Donc, ce sont des rapports à l'écriture qui ne sont pas les mêmes et donc on peut passer de copiste à auteur. Et, et donc, il y a plusieurs, voilà, ils ne laissent pas leur nom et souvent pour les romans en prose, voilà, on n'a pas le nom. Alors, c'est vrai qu'un vers avant, on connaît Chrétien de Troyes, qui en quelque sorte invente le roman arthurien, alors à partir d'une matière déjà existante, mais il invente la forme du roman arthurien qui est ensuite reprise. Mais les romanciers en prose n'ont pas vraiment voilà, n'ont pas vraiment l'idée de laisser leur nom et puis ça contribue à une littérature qui est largement anonyme et les auteurs donc s'en servent déjà et ça c'est quelque chose qui ressemble donc aux univers que tu as évoqués, s'en sert déjà dans un univers déjà existant. C'est-à-dire qu'on écrit dans un univers déjà existant et chacun apporte ses pierres à un univers déjà existant. Donc c'est comme si c'était, oui, une fanfiction énorme, mais dans laquelle il n'y a pas un canon. Ouais, mais en fait, ce qui fait la légitimité canon, j'ai envie de dire, c'est la chronologie. Parce que du coup, tout à l'heure, tu nous le disais, dans Alexandre, il pouvait pas tuer Marc parce que Marc avait déjà un rôle, en fait. En quelque sorte, c'est-à-dire qu'on s'égreffe à ce qui existe déjà et on doit être cohérent par rapport à ce qui existe déjà. Et parfois, les textes ne sont pas très cohérents aussi. Parfois, on a aussi des incohérences. C'est un même roman qui peut avoir des incohérences à l'intérieur. Donc, normalement, les auteurs, on voit qu'ils essayent d'être cohérents par rapport au texte intérieur. Et donc, et donc ça s'agrandit au fur et à mesure, en effet. Est-ce que tu prévois, toi, à terme, d'adapter cette histoire d'Alexandre en BD comme tu l'as fait avec Ségurant? Ségurant, là, je veux dire, tu l'as sorti partout, donc bouquin, BD, documentaire. Est-ce qu'Alexandre, tu prévois le même traitement ou pas du tout? Alors, j'aimerais bien. Peut-être un film, qui sait, je ne sais pas, à voir. Mais oui, tout à fait, j'y pense. Dans lequel, bien évidemment, tu te donnerais le bon rôle. Oh non, je me donne pas Alexandre, mais qui sait, peut-être Tristan ou Lancelot ou n'importe quel autre chevalier. Qui sait, peut-être un méchant. Je m'aimerais bien jouer le roi Marc, peut-être. Ah bah écoute, pourquoi pas. J'ai du mal à te voir dans le rôle d'un méchant, mais je suis sûr que tu le ferais très bien. Ah oui, le roi Marc, ce serait bien. Quelqu'un qui dit un film documentaire ou un film fiction? Ah, plutôt une fiction. J'aurais envie de faire une fiction. On a quelqu'un qui nous demande, alors on a un peu quelques questions qui vont à droite à gauche, là, qui sortent un petit peu du spectre d'Alexandre en particulier. On nous dit les écrits de la légende arthurienne s'étalent sur combien de temps? C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord une tradition orale sur laquelle on sait peu. On ne sait pas à quel moment émerge la figure du roi Arthur, peut-être au sixième siècle. C'est peut-être au sixième siècle où on aurait même pu avoir un personnage historique qui a inspiré le roi Arthur, mais même s'il y avait un personnage historique, disons que la légende a évolué de manière indépendante presque, qui est le roi que nous connaissons, disons, en littérature, et sûrement très différent de ceux qui auraient pu inspirer le roi Arthur, par exemple, un chef de guerre celte ou autre. Et donc, c'est au XIIe siècle, on a vraiment les textes les plus importants. Tout d'abord, un texte en latin, donc l'Historia Regum Britanniae, l'histoire des rois de la Grande-Bretagne par Geoffroy de Monmouth, qui fait une histoire des rois de la Grande-Bretagne et dans laquelle il y met aussi Arthur. Il y a une biographie du roi Arthur. Mais la table ronde ne figure pas encore. La table ronde figurera ensuite dans un texte qui adapte ce texte de Geoffroy de Monmouth, qui est le roman de Brut de Vasse. Vasse est un poète anglo-normand qui écrit en français. Et donc, dans ce texte apparaît pour la première fois la table ronde. Après lui, ce sera Chrétien de Troyes, qui reprend toujours au XIIe siècle, qui reprend cette légende du roi Arthur, qui crée le roman arthurien. Et ensuite, on aura jusqu'à la fin du Moyen-Âge, donc 13e, 14e,
15e siècle. Et la Renaissance, on a encore des textes qui sont imprimés, etc. Donc ça continue encore à vivre en quelque manière à la Renaissance. Et puis on voit que voilà, au fur et à mesure, il y a une éclipse. Et voilà, donc ces textes ont tendance à disparaître un petit peu. Et c'est ensuite au romantique, la période romantique, qui récupère vraiment les textes arthuriens. Donc je dirais que ça commence au XIIe siècle, vraiment les textes écrits d'une certaine importance, même si il y a quelques traces aussi avant, mais c'est juste des petites traces. Et puis ça continue jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui la littérature arthurienne, elle continue encore de vivre. Oui, et tu penses que cette nouvelle littérature arthurienne, pardon, elle, dans, je sais pas, 200, 300, 400 ans, on s'en servira aussi comme d'un appui finalement sur. Elle aura parfaitement intégré le lore. C'est pas le même appui, c'est-à-dire c'est pas elle a pas la même autorité, si on veut utiliser le terme, autorité que les premiers textes qui remontent au Moyen Âge, à l'époque, qui a imaginé cette même légende. Donc ce n'est pas la même chose que les textes qui remontent au Moyen Âge. Mais cela nous montre, si on veut écrire une histoire longue de cette légende arthurienne, cela nous montre comment à chaque époque on a réinterprété une légende. C'est sûr que quand à une époque on réécrit une légende, on regarde aussi à nous-mêmes. C'est un miroir. Donc c'est intéressant de voir comment à chaque époque on a réécrit la légende arthurienne parce que ça nous représente un miroir de nous-mêmes. En parlant de la légende arthurienne, finalement, nous parlons de notre propre réel. Alors tu disais qu'il y a eu un renouveau à la... sur une redécouverte entre guillemets de cette matière au 19e siècle chez les romantiques. Mais alors comment ça s'est passé durant l'époque moderne ce récit arthurien, il n'a pas totalement disparu. Donc on peut imaginer quand même qu'il était lu par quelques personnes d'Henri IV jusqu'à Louis XVI. On en parlait quand même ou c'était perçu comment? C'était quelque chose qui était vraiment au fond, ça continuait à exister, c'est-à-dire on savait de quoi il s'agissait, mais finalement après la Renaissance, voilà, quand on crée le Moyen Âge en quelque sorte, à la Renaissance, quand on dit c'est l'âge moyen, finalement on se désintéresse un peu de toutes ces légendes, on s'intéresse plutôt aux classiques grecs et romains, etc. Donc ça, c'est les choses les plus lues, voilà. Puis il y a une littérature à chaque siècle. Donc ce sont des choses qui sont vraiment reléguées au fond. Donc les manuscrits existent encore. Il y a des manuscrits. Est-ce que pour autant on les lit? Bon, il y a quelques œuvres qui émergent, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment pas le centre. C'est vraiment pas important. Et puis voilà, ça réémerge avec force. Est-ce que après Séguran et Alexandre, tu as d'autres chevaliers on va dire pas très connus ou aux matières un peu manquantes ou disparates sur lesquelles tu es en train de travailler ou voilà. Alors là, la légende arthurienne, je crains malheureusement être arrivé au bout. Bah, évidemment, je vais encore une recherche universitaire à faire et tous ces fragments, je le disais, à Turin ou ailleurs. Je dis pas que j'arriverai à réunir encore des choses, mais en tout cas, à faire une édition de ces différents fragments, j'ai le projet de faire un catalogue de tous ces fragments épars que j'ai réunis, que j'ai trouvés, enfin, d'essayer voilà, sans doute ça ne fera pas un roman, mais en tout cas, je pense que ça a un intérêt, du moins pour un public universitaire, de continuer à travailler sur ce texte. À Turin, de lire ce que je n'ai pas pu encore lire, donc j'ai encore du travail arthurien, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui donne lieu à une publication pour le grand public. Mais à côté de ça, je me suis lancé dans une nouvelle quête, aussi folle que celle de Séguran. C'est donc un projet qui est lié à l'épopée de Charlemagne, donc grande épopée du Moyen-Âge, qu'on connaît par un texte très célèbre au Moyen-Âge, la chanson de Roland. Cette grande épopée qui met en scène Charlemagne, roi et empereur réel, mais aussi imaginaire, puisqu'on lui met plusieurs zéros dans Roland à côté. Et en fait, cette épopée s'est diffusée d'abord au Moyen-Âge, de manière écrite et orale, et aujourd'hui, elle s'est éteinte. Aujourd'hui, on n'a plus de personnes qui chantent l'épopée de Charlemagne. Mais je me suis rendu compte qu'à la Renaissance, cette épopée a été importée en Afrique et en Amérique du Sud. En quelque sorte, les Portugais et les Espagnols utilisent cette légende pour ancrer la religion chrétienne. Et du coup, ils l'ont ancrée dans plusieurs endroits, au Brésil, au Mexique, etc. En Afrique. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans certains endroits très isolés, c'est incroyable mais vrai, cette épopée, elle persiste encore aujourd'hui. Il y a encore des personnes, des peuples qui chantent encore aujourd'hui l'épopée de Charlemagne. Alors, en Afrique,
Donc, j'ai mené déjà un terrain de recherche sur les îles de Sao Tomé et Principe, dans des endroits totalement perdus au milieu de la forêt. Il y a des personnes qui mettent en scène et chantent la même épopée de Charlemagne, évidemment, qui a entre-temps beaucoup évolué, qui s'est croisé aux légendes, aux rites locaux, donc c'est devenu autre chose. Mais tout de même, c'est Charlemagne. Ce même Charlemagne qui ne connaissait même pas, ne savait même pas qu'il y avait le Brésil, qu'il y avait l'Amérique du Sud, qu'il y avait l'Amérique tout court. Donc, mais Charlemagne, ce qui est très étonnant, c'est qu'il est ressenti comme un héros local. Aussi bien en Afrique, sur les îles de Sao Tomé, aussi bien au Brésil, c'est le grand héros local. Alors qu'évidemment, il vient d'ailleurs, mais il a été vraiment intégré dans un tissu social, dans un tissu de légendes, de mythes locaux. Et donc, on peut retrouver Charlemagne dans des endroits très improbables pour une légende du Moyen-Âge. Le travail que je fais, c'est aller à la quête, à la recherche de ces différents récits oraux, de ces différentes mises en scène pour les relier entre elles. C'est-à-dire relier ce qui est conservé, un peu comme je fais avec Ségurant et avec les morceaux, mais avec la mémoire orale. Donc, je travaille pas avec des manuscrits, je travaille surtout avec des personnes qui conservent une mémoire, souvent des personnes âgées. Et j'enregistre ces personnes, je relis cette mémoire qui est conservée sur plusieurs continents différents. Et après, j'essaie de comprendre comment elle est arrivée. Donc, à la fois de manière écrite orale, depuis le Moyen-Âge, comment elle a migré, comment elle est passée d'une langue à l'autre, du français à l'italien, puis à l'espagnol, un portugais, puis elle est arrivée dans une langue créole parfois. Et voilà, c'est un travail à la fois de récolte, d'étude, puis une sauvegarde qui est essentielle, puisque c'est une mémoire qui va se perdre. On sent aujourd'hui qu'on est vraiment au bout de cette mémoire orale. Alors, ça persiste encore dans des endroits isolés, où il y a des personnes qui conservent encore une mémoire orale, mais aujourd'hui, où il y a Internet, un téléphone portable et tout ça, c'est le moment dans lequel on perd aussi cette tradition locale. Il est important de sauvegarder ce qu'on peut de ces traditions qui vont mourir, finalement. Je me fais la réflexion, là, que cette figure de Charlemagne, elle est pas très adaptée. On parlait de films, juste avant. Elle a pas beaucoup été adaptée au cinéma. C'est vrai qu'Arthur, beaucoup plus. Mais pourquoi? Parce que Arthur, c'est l'imaginaire, on le disait, c'est les fées, les dragons, c'est le Graal, etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est que au Moyen-Âge, Arthur et Charlemagne avaient la même importance dans les récits. Et après, on a vu, après la Renaissance, finalement, c'est Arthur qui, à partir du romantisme, en tout cas, c'est Arthur qui l'emporte. Charlemagne reste le roi historique, l'empereur historique, mais cette légende de Roland, finalement, elle est pas aussi importante aujourd'hui. C'est vrai que elle nous fait moins rêver, peut-être, à tort, parce que c'est très intéressant aussi. C'est vrai qu'Arthur est plus une figure de l'imaginaire et de la littérature dans l'esprit des gens, mais Charlemagne est plus concret, mais ça reste une figure, je pense, que tout le monde connaît en France, et il est tellement massif, c'est assez étonnant, je trouve, qu'il n'y ait pas eu de production. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques, des documentaires, n'importe quoi à conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur tes travaux, mais aussi sur la littérature arthurienne en général? Alors, je commence par un livre que je conseille à chaque fois, qui est un livre de William Blanc. Le roi Arthur, un mythe contemporain, c'est vraiment une somme sur tout ce qui a été fait sur la légende du roi Arthur, en BD, dans le cinéma, en série, à travers les jeux, etc. C'est très complet, c'est très intelligent, c'est très riche. Vous avez pas mal en aparté, vous avez pas mal, hein, pour ceux qui nous écoutent, d'entretiens avec William, qui est un abonné clairement à cette émission. Donc vous pouvez aller les voir, c'est passionnant. Et ceux qui me concernent plutôt sur donc les livres, aller lire les livres dont on a parlé, donc Les Chevaliers de la Table Ronde, qui est publié au Seuil, donc avec cette encyclopédie dont on a parlé, puis je les ai là. Alexandre, l'orphelin de la Table Ronde, Belles Lettres. Et puis, donc, Ségurant. Et puis, bon, qu'on trouve aussi donc un BD, un album jeunesse et un BD. Donc, des versions différentes pour découvrir. Il y a aussi un docu Arte que l'on peut retrouver aussi et qui retrace donc ma quête de 10 ans pour reconstituer l'histoire de Ségurant. Bon, encore, t'as de belles aventures à vivre et de belles soirées en perspective à déchiffrer des trucs qui t'attendent. Merci, oui, tout à fait. Tu voulais rajouter un petit mot avant de conclure cet entretien? Non, c'est super. Je te remercie infiniment. C'était un très grand plaisir.
Et puis donc à la prochaine. Ouais, bah tout le plaisir est pour moi. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci encore à Louis pour la préparation de cette émission. Comme d'habitude, il fait un super boulot. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver cet entretien eh bien dans les semaines à venir sur YouTube, la chaîne Nota Bonus, et en podcast puisqu'on est absolument partout. Et à très vite. Passez tous une bonne après-midi. Ciao, ciao.